Bonjour à tous, vous écoutez comme chaque lundi votre émission favorite, du moins je l'espère, je n'arrive déjà pas à parler alors que c'est le début, de tout et de rien, donc l'émission qui vous parle de tout et surtout, à vous les gars. De rien. rien. Yes, super, ouais désolé je vous ai un petit peu pris au dépourvu. Et donc aujourd'hui nous avons 3 hommes fantastiques qui sont avec moi. On va commencer par celui qui est à ma gauche, à savoir Raphaël. Comment ça va Raph ? Eh ben écoute, ça va comme tous les lundis, hein, fidèle au rendez-vous. Mais oui, tu es une des personnes les plus fidèles de cette émission avec ce brave Michael. Mais il y a quelqu'un qui te talonne presque de près, quelqu'un qui est arrivé un peu plus tard, mais qui aujourd'hui a beaucoup d'émissions en son actif, à savoir Maxime. Comment ça va, Max ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va très 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 bien. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Maxime, j'ai des rumeurs qui m'ont dit que tu t'étais perdu il y a peu, que tu t'étais perdu sur une sorte d'île un petit peu étrange. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Tout à fait. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Je me suis Ouais. perdu, égaré, écrasé, on pourra C'est même vrai. dire, sur cette île étrange, un peu mystique, D'accord. et très longue. Très longue. L'attente Et a très été, longue. avant de rentrer Ouais. chez moi, de voir le chemin du retour. Mais finalement, on a réussi à s'en sortir, donc tout va bien. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau et c'est ce dont tu vas nous parler tout à l'heure. Mais avant, je dois présenter notre dernier invité. Vous le connaissez, il est fantastique, il fait des chroniques de science-fiction et aujourd'hui, il va avoir une chronique un peu particulière. Je veux bien sûr parler de Ben. Comment vas-tu, Ben ? Eh ben, ça va très très bien. Écoute, j'ai particulièrement Nice. bien dormi cette nuit, donc Cool. je suis d'excellente humeur. Oh, fantastique. Et tu vas nous parler de quoi, Ben, aujourd'hui ? Eh ben, je vais vous parler de Space Opera. Ouh, Space Opera, d'accord, très bien. Ouais. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que avant d'aller parcourir les étoiles dans un vaisseau spatial avec Chewie en personne, eh bien, je vous propose de parler de quelque chose de beaucoup plus mystique, de beaucoup plus mystérieux. Mais pour cela, il va falloir que j'arrête de parler et que je donne, eh bien, la parole à Raphaël. Alors, on va commencer ensemble du coup cette émission avec un petit sujet. Au fur et à mesure des émissions et des chroniques, je me suis un petit peu plus tourné vers un thème plutôt historique. Et la dernière fois, du coup, ensemble, on avait évoqué un peu le passé de Miyamoto Musashi, qui était l'un des plus célèbres escrimeurs au monde, en tout cas au Japon, et au Japon du XVIe siècle. Et bien, je vous propose de quitter le Japon de cette période pour plutôt la France du du XIVe, puisque ça c'est un siècle plus tard. On va parler d'un personnage qui va susciter beaucoup de mystères et faire quand même pas mal de débats. Alors j'espère qu'avec vous, on aura quelques débats, quelques échanges justement au cours de cette petite chronique, puisqu'on va parler d'un personnage qui s'appelle Nicolas Flamel. Alors déjà, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui. Alors, dites-moi tout. Nicolas Flamel, c'est un célèbre alchimiste du XVe siècle. Mais alors après, je t'avoue qu'il a surtout nourri énormément de fantasmes. On le retrouve également dans Harry Potter. Tout à fait. Et dans plein d'autres endroits dans le monde en fait. Enfin dans le monde, dans les œuvres de fiction. Voilà, la pierre philosophale. Oui, alors il y a un lien justement avec cette fameuse pierre philosophale, on y reviendra tout à l'heure, pour savoir un petit peu ses propriétés et ses vertus. Mais quand on parle justement de l'homme en question, Nicolas Flamel, c'est un petit peu comme notre dernière chronique, c'est-à-dire qu'on parle d'un personnage qui à la base est historique, mais a nourri quand même beaucoup de légendes, et notamment à travers des livres, parce qu'on va parler plus tard dans cette chronique d'un livre qui a vraisemblablement été écrit par lui, alors qu'on sait qu'aujourd'hui ce serait sans doute quelqu'un d'autre qui ait relaté les faits à sa place, donc c'est un peu compliqué, vous comprendrez historiquement, de pouvoir vérifier tous ces liens. Mais si on commence à parler de cette personne, on va d'abord dire une chose, c'est qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il est né, à vrai dire. Entre les années 1330 et 1340 à Pontoise. Alors, loin de nous l'idée d'un homme qui va être un vieux barbu, tout de suite l'image qui arrive dans nos têtes. À la base, c'est une personne quand même qui est issue d'une famille assez modeste. Alors, de ce qu'on en sait, encore une fois, il est en aucun cas prédestiné à devenir un grand alchimiste. Il apprend à lire et à écrire rapidement, puisqu'il parle un peu le latin et veut à la base écrire, du moins devenir écrivain. Et bien à cette époque, il faut penser que l'imprimerie n'a pas encore fait son apparition, c'est-à-dire que les écrivains ayant reçu le droit de recopier les ouvrages sont donc très demandés. Et pour ce faire, il devient donc un apprenti écrivain auprès d'un certain maître Gobert, qui possède quand même une influence assez certaine dans la région, et pour le domaine de l'écriture en tout cas.
Alors, une fois son apprentissage terminé, notre Nicolas Flamel devient certes écrivain de plein droit, mais possède aussi une boutique qui se nomme La Fleur de Lys. Alors aujourd'hui c'est une auberge, on peut la trouver facilement d'ailleurs, mais en somme, quand on résume le personnage, il est d'abord calligraphe, c'est-à-dire qu'il va retranscrire des livres, il peut aussi les relier et il va les vendre aussi. En fait, sa boutique, c'est une sorte de librairie, c'est un prémisse du métier de libraire. Il commença donc son travail auprès de la bourgeoisie commerçante de l'époque, en reproduisant de multiples écrits. Un jour, ou plutôt un soir, une nuit, Nicolas Flamel s'endort, à point fermé. C'est alors qu'il va faire le rêve de sa vie. Il aperçoit un ange tenant fermement un ouvrage conséquent aux enluminures dorées, et curieux, il commença d'abord par l'ouvrir. Il aperçut des dessins de dragons et autres créatures, mêlés à des symboles qu'il n'a alors de sa vie d'écrivain jamais vus. Flamel essaye donc de le lire, mais en vain. Il se réveille et va garder pendant longtemps ce rêve dans ses pensées. Un beau jour, un homme rentre dans la boutique, assez vieux d'ailleurs, avec un livre à vendre. C'est avec stupéfaction qu'il repère, notre Flamel, les mêmes enluminures que dans ses songes. Intrigué, il l'achète donc à l'étranger, et l'ouvrage en question est écrit par un certain Abraham le Juif. Alors, un livre curieux on ne sait pas vraiment quoi en penser d'ailleurs, car aujourd'hui, il fut sans doute laissé, on le pense, dans l'Espagne musulmane lors de la Reconquista, et l'œuvre en question est décomposée en 21 sujets, tous dessinés avec des symboles alchimiques que Nicolas Flamel ne comprend pas. Lorsqu'il fait connaissance de son épouse, Madame Pernelle, en 1370, ils vont tous deux essayer de déchiffrer, décoder l'ouvrage, sans réel succès, il faut l'avouer, malgré l'acharnement journalier du couple. Et les alchimistes contemporains d'ailleurs ne vont guère lui apprendre davantage sur le sujet qu'il ne savait déjà. Mais alors, lui vint une idée. Nicolas Flamel se met à la recherche d'un juif, pouvant l'aider en tout cas dans son travail. Hélas, nous sommes, je le rappelle, sous Philippe le Bel, et les communautés juives sont discrètes car elles ne sont pas du tout tolérées. Déçu, Flamel envisage de faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et emmène une copie du manuscrit avec lui. Là-bas, il va faire la connaissance d'un médecin, Maître Canche, à qui il montre d'ailleurs une copie du manuscrit. Et ce dernier se montre d'ailleurs très intéressé. Il éprouve un grand intérêt pour l'œuvre et décide de partir avec Flamel voir l'original qui se trouve à Paris dans sa boutique. Sur le trajet, il lui explique les fondements de l'alchimie et peu à peu, c'est vrai, Flamel commence à avoir des préceptes alchimiques. Malheureusement pour lui, la santé de son ami et mentor alchimique se dégradant de jour en jour, au fur et à mesure d'ailleurs qu'ils remontent ensemble le pays, en direction de Paris, Maître Canche meurt à Orléans. Il ne verra donc jamais le manuscrit en question. Bien, on va marquer une petite pause. Pourquoi ? Parce qu'avant d'aller plus loin dans le récit, on va parler ensemble de l'alchimie. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que l'alchimie, et ensuite, on va essayer de se poser la question, quel est son but ? Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu ce que c'est que l'alchimie ? Déjà, première vue. Oui. Dis-moi, Maxime. Pour moi, c'est l'histoire de transformer des choses en autre chose, plus ou moins. C'est la transformation de la matière ? Ouais, c'est ça. Oui, il y a en grande partie, on a affaire à cela. Le but de l'alchimie, comme vous l'avez dit, c'est de transformer ce qu'on appelle des métaux vils en métaux purs. L'alchimie, elle se réalise, d'ailleurs, on l'appelle à travers 3 grandes œuvres. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il existe ce qu'on appelle l'œuvre noire, puis l'œuvre blanche, et enfin l'œuvre rouge. Ce qui est hyper classe, oui, déjà comme titre, je trouve. Dit comme ceci, puisque ça s'appelle, ce qu'on appelle, le tout s'appelle le grand œuvre. Et qu'est-ce qui peut faire que l'on va créer un grand œuvre ? Eh bien, on va créer une certaine chose que l'on a parlé tout à l'heure, la célèbre pierre philosophale. Tout à fait. Alors, si on les prend séparément, notre alchimiste qui désire avoir la pierre philosophale, ça ne va pas se faire en un jour. Il va falloir compter plusieurs mois. Et encore, certains se comptent même par année. L'œuvre noire, la première d'ailleurs, c'est ce que l'on appelle, c'est une phase de séparation et de dissolution. 3 ingrédients sont essentiels pour cela. À chaque fois, il faut un métal, il faut un minerai et il faut un acide organique. Et oui, alors on peut prendre du plomb, tout comme on pourrait prendre du soufre, etc. Les 3 grands ingrédients de l'alchimiste notamment, sont dans l'ordre le soufre, ensuite on a le mercure, et puis la dernière chose, le sel. Oui, le sel, oui.
Tout simplement. Puisque chacun, quand on regarde l'alchimie, c'est très compliqué à apprendre et à comprendre surtout, mais chacun de ces éléments est relié soit à l'homme, à la femme, ou à ce qu'on appelle un côté hermaphrodite. Il est même allié à l'esprit, au corps ou à l'âme, et tout ceci est décomposé, et beaucoup d'actes, d'œuvres alchimiques, des traités ont été réalisés. Après, est-ce qu'ils nous ont été retranscrits? C'est un peu compliqué, parce que même si l'Église catholique est un petit peu plus bienveillante envers ses écrits plutôt que notamment celui sur la magie, etc. On a souvent quelques réprobations, mais on va pas avoir des bûchers qu'on pouvait avoir pour les sorcières, etc. Pourtant, aujourd'hui, on imagine un peu l'alchimie comme de la magie. Oui, c'est pas comme s'ils avaient dit que la Terre était ronde, quoi. Enfin, oui, non, c'est vraiment quelque chose de différent, même si, en soi, de près ou de loin, ça va quand même influer sur le dogme. C'est surtout au 19e siècle où l'Église va surtout sévir envers celles qu'on appelle les obscurantistes, parce que les alchimistes en faisant partie à ce moment-là pour elles. Alors, si on revient sur notre cher Nicolas Flamel, une fois que l'on a cette œuvre noire, on a aussi une œuvre blanche, qui est le résultat de l'œuvre noire. C'est-à-dire que c'est une sorte de recette que vous allez suivre sur des mois, puisque si l'œuvre noire était une phase de séparation et de dissolution des ingrédients, l'œuvre blanche, elle, c'est une phase de purification, de lavage. Donc, petit à petit, on va raffiner, si vous voulez, pour arriver à la dernière œuvre, l'œuvre rouge, c'est la dernière phase, et c'est celle que l'on appelle de l'union des éléments purifiés, et cela va donner, par exemple, du cuivre purifié, de l'argent ou bien de l'or. Et ce que l'on appelle le grand œuvre achevé, lorsque l'on broie le dernier de ces résultats, l'œuvre rouge, on va obtenir une petite poudre, appelée une poudre de projection, et la base de ce que tout alchimiste rechercherait donc, la pierre philosophale en soi. Si l'on reprend notre récit maintenant, une fois rentré dans sa boutique, notre Nicolas Flamel va donc travailler sur le manuscrit avec les bases que lui a enseignées Maître Canche. Cela ne se fait pas en quelques jours, comme on l'a dit, loin de là, puisqu'apparemment notre personnage met près de 2 ans à avoir un miracle. Puisqu'il se produit, d'après ses dires, je le cite dans son livre, « La première fois que je fis la projection, ce fut du mercure, dont j'en convertis 2000 livres, ou environ en pur argent, meilleur que celui de la minière, comme j'y ai essayé et fait plusieurs fois. » Cette fois-ci donc, notre Flamel, si on a suivi ce qu'on a dit à travers les différentes œuvres, est arrivé à la deuxième œuvre, c'est-à-dire qu'il a changé du mercure en argent pur, de l'élixir blanc. Il a donc progressé rapidement, grâce à cette expérience réussie d'ailleurs, il touche de près à son but. Plus loin dans son livre d'ailleurs, c'est 3 mois plus tard que Flamel achève son parcours d'alchimiste en réussissant l'œuvre dite rouge et réussit à créer de l'or pur, sous ces termes, meilleur très certainement que l'or commun, plus doux et plus ployable d'ailleurs. À travers cette réussite, cela veut dire que Nicolas Flamel aurait donc réussi à créer la pierre philosophale. Mais avant de poursuivre ce récit, on va parler d'abord du fait que cette pierre philosophale, elle est recherchée par tous les alchimistes, et notre Nicolas Flamel ne serait d'ailleurs pas le premier à l'avoir trouvée, ni même le dernier. Effectivement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre histoire d'ailleurs, on a des personnes qui se sont révélées, qui se sont prétendues être alchimistes, et au fur et à mesure du temps, ces personnes ont été soit désavouées, soit on a trouvé justement leurs trucs et astuces. En grande majorité, ces alchimistes qui auraient trouvé la pierre philosophale, on peut en citer quelques-uns comme Delille, de son nom, eh bien ce sont des faux monnayeurs tout simplement, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser chez eux notamment de l'argent, et c'est comme ceci qu'ils deviennent riches et qu'ils entretiennent cette rumeur d'avoir créé la pierre philosophale, source de richesse pour beaucoup d'entre nous, en tout cas dans l'œuvre de fiction que l'on pourrait lire, car l'alchimie a été beaucoup retranscrit à travers des éléments de cinématographie, on en parlera tout à l'heure, mais aussi de littérature. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'œuvre littéraire qui a fait reconnaître l'alchimie, en tout cas remis au goût du jour, c'est l'œuvre de Marguerite Yourcenar, l'œuvre noire. L'œuvre au noir plutôt, pardon. Et donc là, le public va redécouvrir, au début du siècle dernier, l'alchimie. Alors, grande question, puisqu'on y arrive maintenant, pour vous, la pierre philosophale, à quoi sert-elle? Parce que c'est vrai qu'on lui donne beaucoup de vertus, de propriétés. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes? Changer les métaux en or? Oui, alors c'est une des 3 principales. Là, on va changer les métaux vils, comme on a parlé, en or ou encore en argent, ou du cuivre, c'est aussi possible, mais le plus souvent,
on a en tête l'or parce que c'est affilié à la richesse, effectivement. C'est un premier point, mais il y en a 2 autres principaux. Elle donne la vie éternelle. Alors, elle donne, effectivement, on a dans nos esprits le fait que cette pierre philosophale donne la vie éternelle. Elle vaincrait donc la mort, et en fait, plus particulièrement, elle guérirait aussi les maladies. Donc, on va prolonger la vie en soi, et à travers, on y voit peut-être même l'immortalité sur plusieurs années, voire même des centaines d'années. Peut-être que la personne qui la détiendrait alors serait, en tout cas, défierait la mort au fur et à mesure du temps que les siècles passent. Il en reste une dernière. Je sais pas, l'amour peut-être ? Ce n'est pas par rapport à l'amour en question, il n'y a pas de lien avec le sentiment, c'est plus physique. Là pour le coup je sèche. Ouais, je sais pas. Oh si, je pense que Maxime, tu peux trouver, si on parle un petit peu plus d'œuvres littéraires, la notamment... transformation physique d'une personne ? Voilà. Ramener Et les ça, morts ça a à la un vie. nom, ça. Ça a un nom. C'est la transmutation. La transmutation, effectivement. En fait, on pensait que la pierre philosophale avait la capacité de créer la vie, et notamment de créer les homoncules. Les hommes. Tout à fait, ce qu'on appelle les homoncules. Et grâce à cela, on pourrait créer des petits êtres plus petits, et on pourrait donc créer la vie à travers aussi la pierre philosophale, tout à fait. Petits êtres dans les fioles. Oui, exactement. Alors par contre, comme je le disais tout à l'heure, les citations qui sont rapportées dans le livre de Nicolas Flamel sont apparemment, c'est ce qu'on a pensé pendant longtemps, les siennes. C'est lui qui aurait donc écrit sa propre vie, une sorte de biographie. Mais ce discours, il a été rédigé par vraisemblablement d'autres tierces personnes. C'est-à-dire que c'est compliqué pour un historien, notamment de savoir si tout ceci est vrai. C'est compliqué car aucun fait avéré n'a été trouvé. Toujours est-il que si on suit la fin de la vie de notre Nicolas Flamel, eh bien à partir de 1382, donc il aurait aux alentours d'une 50aine d'années, il devient très riche. Alors, certains pensent que cette incroyable richesse, d'ailleurs, proviendrait de sa librairie, très demandée à l'époque. Pour d'autres, il a réellement créé la pierre philosophale, symbole d'un pouvoir mystique, celui qu'on a dit de l'immortalité, ainsi que de la transmutation à volonté. Notre Nicolas Flamel va mourir. Et oui, c'est quelque chose qui, normalement, on devrait s'y attendre. Pourtant, on se dit, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la pierre, alors. Est-ce qu'il a été tué par son jeune apprenti ou pas ? Justement. C'est vrai que la question meurt le 22 mars 1417. Sa maison ainsi que sa tombe vont être pillées pour découvrir le fruit de ses recherches, mais en vain. Et tu as raison de parler de son disciple, car son disciple va continuer ses travaux, ses recherches sur l'alchimie, à travers le livre que l'on a malheureusement aujourd'hui perdu de vue, son livre qu'il a utilisé, le parchemin d'Abraham, le parchemin ou le livre d'Abraham le Juif. Eh bien, la dernière fois qu'on l'aurait aperçu, ce serait vraisemblablement dans les mains de Richelieu, et puis ensuite plus de traces. Ah oui. Eh oui. Bon, pendant des années et des années, les alchimistes vont tenter au fil des siècles de marcher sur les pas de cet homme sans, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, réussir à dépasser le stade de la théorie. Alors, de nos jours, le cas Nicolas Flamel passionne encore. On en a quelques idées, par exemple, on peut parler, comme on l'a dit avant, de Full Metal Alchemist, parce que la pierre philosophale est relatée, c'est l'ensemble, c'est la trame du manga pendant tout son... Oui, voilà, pendant toute son écriture et sa publication. Mais on l'a aussi, on le retrouve, cette pierre philosophale et la notion un peu de Nicolas Flamel dans d'autres bandes dessinées que vous connaissez sans doute. Certaines, alors moi j'ai adoré celle que j'ai lue quand j'étais assez petit, celle notamment sur Picsou qui se lance dans une de ses ça me dit quelque chose, j'ai dû ses aventures dans la recherche de la pierre philosophale. Et dans cette histoire en question, Picsou la retrouve, mais il la retrouve en Crète. Il la retrouve d'ailleurs dans le labyrinthe du Minotaure. Oui, on retrouve. Oui, tu l'as lu? J'ai lu, j'avais Picsou Magazine à l'époque. Mais on le retrouve aussi dans une autre bande dessinée que vous connaissez qui s'appelle les Schtroumpfs, puisque Gargamel veut créer la pierre philosophale à travers les Schtroumpfs aussi. Tout à fait. Et oui, c'est vrai. Et puis on va terminer avec un classique, puisqu'avec Marc on l'a vu il y a quelques jours. Notre Nicolas Flamel aussi se retrouve dans une série, une saga très reconnue des années fin 90, début 2000, Harry Potter. Notamment dans Harry Potter, voilà, à l'école des sorciers, Flamel est mentionné. Et la pierre philosophale qui est l'autre nom du film. Tout à fait. Eh bien, notre Flamel serait encore en vie dans ce Harry Potter. Et si on
grâce à la pierre philosophale. Hein. Si on voulait compter aujourd'hui, qui sait, il aurait donc 690 ans. Et oui, c'est pas rien. Bah d'ailleurs, on le voit dans Les Animaux Fantastiques 2. Oui, c'est vrai. Ensuite, on le retrouve dans Les Animaux Fantastiques, il fait une apparition et la pierre philosophale y est aussi présentée. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le personnage. Alors, on va pas parler, j'ai pas parlé beaucoup d'alchimie parce que il y a autant d'alchimie qu'on en a retrouvé dans différentes lieux géographiques. D'abord, faut savoir qu'on est en premier dans les terres musulmanes. Ensuite, on va avoir ça en Inde, on va avoir ça en Asie. Donc, c'est compliqué d'essayer de définir une seule alchimie, alors qu'il y en a beaucoup. Le principe étant simple, c'est celui du raffinage, comme on l'a dit tout à l'heure, de la transformation, de l'œuvre noire, blanche, rouge, qui généralement est décrite dans beaucoup de ces alchimies. On peut ajouter une certaine œuvre jaune qui, elle, est une œuvre intermédiaire qui va davantage étayer ce que fait l'alchimiste dans ses préparations afin de rechercher la tant espérée œuvre rouge avec cette union des éléments purifiés, notamment de l'or. Alors je sais pas si vous avez des questions, si vous avez des réactions par rapport à ça. Bah du coup, moi j'ai pas trop compris. Est-ce que du coup c'est vraiment quelque chose de mystique ou est-ce que vraiment on parle de science ou un mélange des deux? En fait, on a dû faire des découvertes avec l'alchimie, et notamment des découvertes qui à l'époque pouvaient paraître très énigmatiques et pour certains peut-être même de la magie, car les phénomènes sont assez inexpliqués, hein, au fur et à mesure de l'histoire se passe. Pardon ? C'était de la chimie, quoi, globalement. Oui, dedans, il y a de la chimie, effectivement. C'est-à-dire qu'on va essayer de transcender la matière pour pouvoir en faire autre chose. C'est des réactions chimiques qu'on va découvrir au fur et à mesure, notamment du Moyen-Âge, et c'est quelque chose qui va se continuer dans l'époque contemporaine. En fait, on commence à connaître petit à petit les matières en question. On va commencer à mettre en réaction des pyrites de soufre. On va essayer comme ceci de moduler avec des acides, souvent en majorité des acides végétaux, dans le but de pouvoir dissoudre les impuretés pour avoir un liquide qui provient d'un minerai assez parfait. Puis on va comme ceci essayer on va faire des expériences. Et d'après ce que j'ai recherché, ces expériences, elles se font sur des longues périodes, hein. On compte en mois, voire même en années, avec plus ou moins des résultats. Et les résultats qui sont escomptés, ils vont être analysés de manière différente en fonction des personnes. Donc c'est compliqué pour un néophyte, et ne serait-ce que aussi pour moi qui en connais peu de choses de ce qu'on en a aujourd'hui récupéré, ou en tout cas de ce qui nous a été retransmis. C'est quelque chose qui fait partie des activités un petit peu mystiques qu'on a du mal à analyser, on a du mal à comprendre. Souvent ça passionne les personnes parce que ce qui est inexplicable forcément va attirer l'attention. C'est la curiosité qui va faire que on va essayer de s'intéresser à ça, et le rationnel va être moins intéressant, ou en tout cas on a fait le tour des questions rationnelles, on a fait le tour d'un sujet, on connaît à peu près on maîtrise une œuvre en question, et on va essayer de passer à autre chose. D'accord. Eh ben merci Raph, c'était une fois de plus extrêmement très intéressant et très fourni comme explication. Merci à toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Quelqu'un veut rebondir un petit peu sur l'alchimie ou pas Bah pour le coup non, mais effectivement l'œuvre principale, moi qui me vient en tête, c'est effectivement Fullmetal Alchemist. Fullmetal. Ouais. Avec son principe d'échange équivalent qui est finalement, c'est expliqué dans un chapitre entier. C'est vraiment tout est un et tout. C'est dans le sens, c'est cette espèce de principe à la fois scientifique et un petit peu mystique du fait que finalement tout est partie d'une composante plus globale. Ce qui est finalement vrai, dans le sens où... Mais rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Et dans le sens... c'est les débuts de la chimie, et puis de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on peut se dire, c'est que sans l'alchimie, il n'y aurait pas de chimie. Bah en fait, de toute façon, dans alchimie, il y a chimie. Hein, dans tous les cas, toutes les sciences, au départ, ça devait ressembler à un gars un peu fou qui tente des trucs, et des fois ça marche. Ouais, et qui fait une sorte de magie bizarre, quoi, en fait. Mais, c'est ça. Comme dirait l'autre, la magie, c'est de la science qu'on n'a pas encore comprise. C'est ça. Ou n'importe quelle technologie suffisamment avancée sera toujours considérée comme de la magie. C'est ça. C'est ça, et puis on a toujours un petit peu une logique. Enfin, les œuvres qui ont été, notamment, qui ont été retransmises dans l'alchimie, on
on a un homme qui s'appelle Zosime, qui va essayer de détailler un petit peu en quoi est-ce que ça peut s'apparenter à faire de l'alchimie. On a les principes d'œuvre noir, blanc. Alors je vous ai parlé du jaune aussi tout à l'heure, et du rouge. En fait, c'est un procédé qui va mener à un aboutissement, et donc du coup peut-être de l'argent, peut-être de l'or. En tout cas, pour lui, par exemple, ce qu'il voit, c'est que la première, l'œuvre noire, c'est ce qu'il appelle la calcination. On va, comme ceci, mélanger et on va essayer de faire brûler. Calcination, puis ensuite l'œuvre blanc, c'est le lessivage, puis le jaune s'intercale entre le blanc et le noir parce que c'est ce qu'il appelle la sublimation, et normalement on arrive au rouge, l'incandescence. C'est souvent pourquoi on montre une pierre philosophale rouge, une pierre de sang, une pierre vraiment incandescente aussi. Pierre incandescente. Voilà, ça rappelle certaines séries. N'est-ce pas Notamment, la pierre incandescente, on se dit c'est peut-être le Graal, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs qui se regroupent quand même. Comme quoi tout est lié, encore une fois, bien évidemment. Et du coup, puisqu'on parle un peu de chimie, d'alchimie, de science, de patience, Maxime, au tout début de cette émission, j'ai dit à nos chers auditeurs que tu revenais d'un lointain voyage, un voyage aux confins finalement de la pensée. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je sais pas trop si c'est aux confins de la pensée. En tout cas, c'est aux confins de la patience, en tout cas. Mais du coup, la semaine dernière, j'ai enfin fini, la série Lost. Car oui, j'avais vu et apprécié la saison 1. Après 15 ans d'absence. Tout à fait. La saison 1, j'avais vu sur TF1 à l'époque, quand j'étais tout genou, tout marmot. J'avais vu et apprécié du coup cette saison 1, et la vie faisant, je n'ai jamais regardé la suite. Jusqu'à ce que la série arrive sur Amazon Prime. Ceci n'est pas une publicité, le service étant très moyen. Il faut citer Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu. Voilà. Mais par contre, si Amazon veut me donner un petit bifton, il n'y a pas de souci, hein. On peut s'arranger. Donc bon. Vendu. J'avais entendu que la fin était décevante et que la série au final était assez moyenne. En tout cas, c'est, on va dire, le bruit général que j'entendais sur les internets. Mais il faut voir pour savoir, je m'y suis donc mis. Donc je tenterai de ne pas spoiler les éléments de scénario au maximum, parce que c'est quand même un élément important. La série Lost, donc, diffusée aux USA en 2004, 16 ans quand même, on se fait vieux. Elle comporte 6 saisons et 120 épisodes et nous conte l'histoire des rescapés du vol Oceanic Airlines 815 qui s'est écrasé sur une île déserte. Au départ, les questionnements sont assez terre à terre, trouver de la nourriture, de l'eau, contacter les secours, mais très vite nos rescapés font face à des événements étranges, presque mystiques, des bruits étranges, une espèce de monstre qui rôde, un message de détresse en français datant de 17 ans, des numéros qui reviennent sans cesse, 4, 8, 15, 16, 23, 42, et le numéro complémentaire, non, c'est autre chose. Ils ne sont manifestement donc pas seuls sur cette île, et ce n'est manifestement pas une île comme les autres. Peut-être la fameuse Isla de la Muerte. Marc ? La mort en espagnol. Voilà. Nos personnages, donc, sont nombreux, et les épisodes seront souvent construits autour d'un personnage en particulier en nous montrant, flashback à l'appui, sa vie d'avant le crash, ses difficultés et ses questionnements. Nous passerons donc souvent du passé au présent dans un épisode, les flashbacks coupant souvent l'action afin de travailler le suspense, processus qui me frustre atrocement, mais chacun ses goûts. Donc la série a eu un grand succès à l'époque et a vite eu une communauté qui, avide de comprendre, inventait des théories sur ce qu'était l'île, qui était tel personnage, pourquoi ça, pourquoi ci, car toutes ces questions sont passionnantes. La série est très bien produite, pleine de suspense et de rebondissements. Les personnages sont très bien écrits, les acteurs convaincants, mais voilà, comme je disais, la fin a déçu. Pourquoi ? L'ayant vu, je peux maintenant essayer de répondre. La fin n'est, pour moi en tout cas, pas mauvaise. Elle est de l'aveu des créateurs, la fin qu'ils voulaient. Alors pourquoi les fans sont-ils déçus ? Eh bien finalement... C'est à cause de l'attente. Oui, j'allais y venir, merci de me couper. Désolé. Dis donc. Eh bien, de toutes les énigmes, les mystères, la fin, finalement, ne répond qu'à très peu d'entre eux. Beaucoup de questions restent en suspens, beaucoup de questions seront et resteront à tout jamais sans réponse. Je comprends donc la frustration, finalement, de ces fans, mais je n'ai pas détesté cette fin, je dirais même que j'ai préféré la fin aux 3 saisons précédentes. Car oui, l'épilogue de cette série et la déception des femmes peut-être s'expliquer par le système de production des séries américaines. Vous comprenez bien que quand on propose une série à une chaîne, on propose un pilote. Si ça plaît, la série est mise en production car la chaîne achète une saison, souvent, parfois plusieurs, mais la série en soi n'est pas construite pour avoir une durée définie. Elle est construite pour la durée maximum de temps, pour durer, le maximum de temps, générer le maximum d'argent. Quand ce n'est plus le cas, elle se termine. Donc revenons à Lost, qui est un exemple.
qui fait plus finalement figure de règle que d'exception, avouons-le. Les fins décevantes aux yeux des fans étant légion, quand il y a une fin tout court. Lost donc, pour moi, la série est trop longue. Bien sûr, il est plus question ici que de goût que d'observation objective si une telle chose existe, bien entendu. La saison 2, 3 et 4 ont été longues, pour moi. Très très longues. Demandez à Marc, à qui je parlais des épisodes que je voyais, j'ai souffert. Oui. Vraiment, j'ai souffert. Je confirme. Donc les sous-intrigues sont très nombreuses, sans toujours avoir d'impact sur la trame principale. On a l'impression que la série est étirée, des milliers de questionnements restant en suspens pendant qu'un flashback sur un personnage secondaire, qui au final n'aura qu'un impact négligeable sur le reste. Ensuite, nous avons enfin l'impression qu'on va répondre à quelques questions. Eh bien non, il faut sauver Machin. Mais si, vous savez, Machin, il s'est blessé dans les bois en allant pisser. C'est quand même plus important de savoir ce qui se passe sur cette île, non? Je sais, j'exagère. Donc oui, je sors de cette série frustré, peut-être un peu salé. Oh la gratuité. Mais pas par la fin finalement, plus par l'impression qu'on a titillé ma curiosité pendant 6 saisons pour me laisser dans le noir. Que finalement, plus que les réponses qui sont décevantes, trop de questions étaient posées et que la série aurait gagné à plus de simplicité dans sa trame, dans son propos. Car les symboliques sont, à mon sens, trop nombreuses. D'aucuns diraient « Mais non, c'est parce que t'as pas compris, lol !» Et je leur répondrais que si, j'ai compris, malgré l'écriture brouillonne et mélangée entre les saisons, malgré une goutte de réponse dans un océan de choses secondaires, j'ai compris ce que la série voulait exprimer. Perdue au milieu de 1000 intrigues et flashbacks qui n'apportent que peu d'explications, c'est une série sur le lâcher-prise, accepter ce qui est fait, avancer. Et c'est ce que je compte faire, finalement. Au final, ai-je détesté la série? Eh bien non, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis finalement attaché à tous ces personnages que je trouvais insipides au départ. J'ai eu des frissons quand certains mystères venaient enfin à être révélés. Donc non, j'ai apprécié la série, j'ai vécu la série, même si elle m'a laissé un arrière-goût amer. Mais combien de fins de séries télévisées, comme je le disais plus tôt, n'ont pas déçu? Les fans de Game of Thrones en témoignant. Souvent pour des raisons pécuniaires plus qu'artistiques, certaines séries durent trop. Vous avez déjà entendu le terme la saison de trop. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les Américains ont même un terme pour ça, Jump the Shark, référence à la scène de Happy Days, une série de 1984, où un des personnages passait en ski nautique au-dessus d'un requin, signe que la série était allée trop loin. Quand on réfléchit, on devrait juste profiter d'une série tant qu'elle est bonne, essayer de faire abstraction d'une fin décevante, d'une saison inutile. Oui, je sais, c'est facile à dire, mais on profiterait quand même beaucoup plus comme ça, non? Ça vaut pour toutes les œuvres au final, prendre ce qui est bon, garder précieusement. C'est pour ça que je me rappellerai de Lost comme une série pleine de promesses qui a peut-être trop duré, et qui m'a touché et fait vibrer. Et quelle que soit la fin de cette aventure, c'est ce que j'ai décidé d'en retenir. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau, n'est-ce pas? Et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi ça fait 10-15 ans que j'ai vu Lost et je l'ai pas revu depuis. Mais quand je pense à Lost, c'est ce que je te disais quand on en parlait en off. Bah moi j'ai de bons souvenirs en fait. Je me souviens presque plus vraiment de ce qui se passe dedans, à part quelques petits trucs. Mais j'ai un super bon souvenir de Lost. Bah c'est un peu le souci, c'est qu'en fait ce qui se passe c'est limite secondaire. La seule chose importante c'est les personnages. Ouais c'est ça. C'est une série qui se concentre beaucoup sur les relations humaines et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle plaît parce qu'on s'attache aux personnages, on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Même les méchants sont des gros connards et on s'attache aussi à eux. Enfin, tout est bien réussi en termes de perso en fait, dans cette série. Le problème c'est que les persos qu'on aime et qu'on adore, ils vont nulle part finalement. Et ils restent sur l'île, on dirait. Et oui, enfin pas par rapport à l'île, c'est que littéralement ça va nulle part. Alors certes, ils peuvent pas aller autre part, mais on s'est compris. Zut. Oui. Vous aviez vu Lost, Raphaël et Ben? La saison 1 quand c'était sorti, donc j'aime autant te dire que... Ah oui, ça exactement pareil. Je crois que en fait je l'ai vu à la télé. J'ai vu à la télé une saison, je crois, avec mon père et mon frère. Et après, j'ai pas plus regardé. Je crois que mon frère l'a terminé. Ouais, il m'a raconté la fin en fait, mais j'ai pas regardé plus. D'accord. Le pire c'est que justement tout le monde s'attendait à ce que la fin ce soit une grosse révélation sur ce qu'était l'île et que vraiment ce soit un principe fou. Il y avait ceux qui disaient que tous les gens étaient dans le coma ou qu'ils étaient déjà morts, c'était un espèce de purgatoire, enfin bon, ça allait dans tous les sens. Et au final, je vais pas forcément en dire beaucoup plus, mais c'est finalement une fin. Si tu veux en dire plus, on peut faire un signal spoil maintenant et dire aux gens de revenir pour le coup, ce sera pas nécessaire. Mais du coup, en fait, on a une fin beaucoup plus piano dans le sens où il y a pas de grosses révélations, il y a pas de gros climax, il y a pas de grosses fins en mode avec de la guerre, des explosions. Non, c'est une fin qui est toute gentille, toute mignonne et finalement. Moi, je me souviens d'une fin avec beaucoup d'émotions en fait surtout. C'est une fin avec beaucoup d'émotions.
me souviens avoir pleuré à la fin. J'ai pas chialé ma race, mais je t'avoue qu'il y a une petite larmichouille qui a pointé le bout de son nez. En même temps, tu suis pendant 6 saisons des gens que t'apprends à aimer, parce que c'est vraiment ça, hein, ils ont tous des gros défauts et au départ tu les trouves chiants à mourir. Et au final, bah tu te dis bah non, c'est juste des gars qui ont pas forcément une vie facile ou qui ont ça dans leur vie, et du coup tu te dis bah non, c'était un bon gars finalement. C'est toujours difficile de dire au revoir à un personnage de série télé, surtout quand la série dure depuis longtemps et que c'est des personnages qui sont bien écrits en fait, parce que tu sais que tu la verras plus après derrière, et c'est aussi toujours un peu un déchirement. Bah c'est ça, c'est en fait c'est la fin d'une époque. C'est pour ça du coup que je parlais des fins de série, et que c'est pour ça qu'il faut essayer de se rappeler du bon. Parce que finalement les séries, on a trop facilement tendance à oublier que c'est un système qui est fait pour du remplissage, quoi. Alors certes, ces dernières années, grâce entre guillemets à Netflix et autres, qui a tendance à faire des saisons plus courtes, plus condensées, avec moins de trucs chiants. Bah c'est ça, le modèle est en train de changer, a changé même, je pense, je dirais petit à petit, parce que j'ai pas souvenir d'avoir regardé une série de 24 épisodes ces derniers temps en fait. Bah ça, non, à part vraiment soit des sitcoms, soit vraiment au feu de l'amour ou autre, des soaps. Ouais. Et encore pour sitcom, ça dure entre 20 et 30 minutes. Là j'ai pas d'exemple de sitcom actuel qui me viennent en tête. Alors, en fait. Actuel non, mais il y avait Big Bang Theory encore il y a quelques temps. Ouais, mais c'est une relique, c'est presque une relique d'un autre âge, quoi. Ah, c'est ça, c'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça que faut essayer de retenir le bon, parce que c'est vrai que les personnages de série sont souvent cool, et c'est vrai qu'on les fait souvent finir en eau de boudin. Voilà. Après, on se rappellera des séries parties trop tôt, hein. Firefly. Hein. Ah oui. Firefly, ouais. RIP. On se souviendra d'elle. Et ou d'autres séries qu'on. Ouais, mais Firefly a eu droit à une fin quand même. Ça, il faut. Ouais, mais c'est une fin c'est pas la fin qu'on voulait. Ouais, forcément. aussi un peu amère, quoi. Mais c'est ça. Mais après, il y a aussi d'autres séries, par exemple, qui ont eu le droit à une fin, mais qui étaient pas forcément comme on la voulait. Je pense à Sense8, par exemple. Ah oui, Sense8. Qui a eu du coup 2 saisons que moi personnellement, que je trouve magistrales, et qui ensuite a été annulée de manière putassière par Netflix, parce que certainement ça parlait de trans et d'homosexualité, donc les Américains, bah non quand même. Ouais, hein. Du coup ça a pas du tout marché aux US. Et ni ailleurs dans le monde, je pense d'ailleurs. Bah non, enfin beaucoup de gens plus en Europe. Beaucoup de gens à qui je parle, ils connaissent Sense8, et bon, ils ont pas tous trouvé ça exceptionnel, hein, et beaucoup parlent de dire ouais, mais par contre ils montrent que du cul et tout. Je suis pas forcément d'accord. D'après moi, le cul a une raison d'exister là-dedans, mais bon après voilà, c'est autre chose. Plus que dans Game of Thrones déjà. Par exemple. Mais du coup, suite aux 2 premières saisons de Sense8, on a eu le droit à une 3e saison suite à beaucoup de fans qui la demandaient. On a eu le droit à finalement combien, 1h30 je crois. Ouais, un truc comme ça. C'était pas vraiment, enfin j'ai vraiment un très mauvais souvenir de la fin. Bah non, parce que c'est au lieu d'avoir pour finir tout finalement ce qui avait été mis en place dans les 2 saisons précédentes qui duraient je crois 12 ou 13 épisodes. Au lieu d'avoir 12 épisodes, t'as 1h30 quoi. Donc 2 épisodes quoi, t'as un double épisode pour finir toutes les intrigues, faire en sorte que tous les personnages arrivent à l'endroit où il faut, mais même avec cette fin pourrie, j'étais quand même ému par la fin parce que je me disais bah non, je les reverrai plus ces petits gaillards qui dans Sense8 aussi, je les trouvais très attachants. Mais finalement comme je disais, les exemples de séries qui finissent mal, il y en a légion quoi. Je me souviens pas vraiment d'une série où je me suis dit waouh, la fin est super. Bah, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais la fin de How I Met Your Mother pour moi elle est magistrale. Mais bon, ça c'est le final. Peut-être pas la dernière saison, mais le final. Moi je suis assez d'accord avec toi perso. Merci Ben. J'ai pas toujours été d'accord avec ça, mais maintenant je vois la pertinence de la fin. D'autres voulaient renommer la série du coup comment je demande l'autorisation de me taper votre tante. Tu vois, mais bon. Ce qui serait finalement un titre qui serait un peu plus adéquat. Mais bon, là je. Ouais, mais ça cacherait le. Ouais. Non, après, moi, on parlera de How I Met Your Mother une autre session peut-être. Après, j'ai pas détesté la fin de How I Met Your Mother, pas du tout. J'ai juste trouvé pas super, mais après. Mais après, c'est les goûts et les couleurs en somme. Ce que je vous propose à propos de goût et de couleurs. On va parler de Yannick Noah. C'est qu'on parle. Non, je sais pas. Hein, On va parler sodomie. Super. On va parler de musique, mais effectivement, pas de Yannick Noah, ou peut-être que si, je ne sais pas. Oh. Mais on va plus que parler de musique, c'est le retour du blind test. Yeah. Voilà. Alors pourquoi un blind test ? Parce que aujourd'hui, il y a Ben qui est avec nous.
Et Ben, c'est C'est pour toi, Ben. Merci. Parce que, non, bah, c'est pas The gars du blind test, c'est juste que je sais qu'une des choses qui t'a amené ici, Ben, c'est en partie les blind tests. Ouais, j'aime bien les blind tests, je suis pas forcément une bête, mais j'aime bien ça. Ouais, mais je sais que t'aimes bien. Et donc, du coup, je me suis dit, là, bam, il faut un blind test pour Ben, parce que je voulais faire ça là, pour ta première Ouais, séance, c'est gentil. et je sais plus pourquoi je l'avais pas fait. Parce La que flemme. je crois que j'avais fait trop de blind tests avant et j'avais la flemme. Ouais, Ouais, puis je t'avais pense que préparé c'était autre ça. chose peut-être aussi, non? Ouais, j'avais envie de créer d'autres concepts. Et là, ça fait quand même 3-4 épisodes, je pense qu'on n'a pas eu de, peut-être même plus, 5-6, qu'on n'a pas eu de blind test. Et je me suis dit, allez, on va retourner aux sources. C'est aussi d'ailleurs aujourd'hui que j'ai uploadé l'épisode 4, qui est le premier épisode où on a mis un blind test dedans. Et du coup, pour célébrer ça, eh bien, on va refaire le même blind test qu'à l'époque. Enfin, le même sujet, pas le même, parce que sinon c'est un peu nul. Oui, D'autant plus un que je peu. crois que Ben, t'étais en auditeur ce jour-là, puisque tu nous as écouté. On va faire un blind test musique de film, mais attention, je ne vais pas parler de la musique qui a été composée pour le film, mais plutôt de morceaux qui ont été composés avant le film et qui ont été utilisés à l'intérieur du film. Oh, c'est sympa ça. Alors, des fois, ça arrive que ce soit des morceaux qui soient Utilisés dans dans plusieurs films films, ouais. différents. C'est ça. Alors, l'idée, c'est que moi, ça va être des films qui, normalement, c'est censé être des morceaux. Si tu l'entends, tu dis, ah, tiens, c'est ce film-là. Mais après, si vous me donnez un autre film et que c'est juste aussi. Donc, le principe est le suivant. Vous dites top, comme d'hab. Alors, je suis désolé par avance, mais Jurassic souvenez-vous, Park. il y a de fortes chances qu'à cause de Discord, votre top ne soit pas entendu en premier. Mais bon, c'est les aléas du, Oui, voilà, je vais encore perdre à cause de ça, c'est pas grave. c'est ça, exactement, Max, t'as tout compris. Sasuke Oh mon dieu, ça commence. Non, bah, je n'arrive pas à parler, c'est incroyable. Non, ce que je disais, c'est que du coup, c'est 1 point si vous trouvez le film et 1 point si vous trouvez Le Général l'auteur. Grievous à Obi-Wan Voilà. Kenobi. Alors, ce que je... Ah, belle imitation, hein. Belle imitation. ouais, c'était une imitation de Général Grievous. Très belle je imitation, m'entraîne tous les jours. effectivement. J'ai mélangé encore une fois les différentes pistes et vous avez Ouais. 10 films à trouver. Fort bien. Je vais écrire encore une fois vos petits noms sur un bout de papier, on va faire les comptes, on va faire ça bien. Mais non, mais on est tous gagnants parce qu'on est tous en train de passer un super bon Ouais, moment. et parce que c'est la force de l'amitié qui va gagner, Marc. L'amitié gagne toujours à la fin. Et c'est ça qu'il faut retenir. Eh bien écoutez, je vous propose d'écouter notre... ça fait 2 fois écouter, mais c'est pas grave, notre premier extrait musical. Top. Top. Oui, qui a topé en premier? C'est Max, non? Je sais pas. Non, moi j'ai c'est pas Max, topé sans du tout, doute. en fait. C'est bon. T'as pas topé? Bah c'est Raph alors du Oui, coup. Je crois que c'est Raph. C'est Ben. Alors, il faut que je te donne quoi, là? Bah donne-moi le titre de l'œuvre et dans le film dans lequel on le trouve. C'est La vie en rose Alors, même moi je le sais de maintenant. d'Edith Piaf. C'est Et Edith c'est Piaf, Inception. ouais. Et c'est Inception, ouais, bravo. T'as le titre de l'œuvre quand même ou pas? Le titre de l'œuvre? Il a dit La vie en rose. C'est Je Non, ne c'est pas La vie en regrette rose. rien. Bah oui, bah oui. Non, c'est On va honteux, dire que c'est il le faut- stress. non, d'accord, d'accord. Je le refuse. Allez, t'as 2 points. Non, là. je le refuse. Non mais c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Et du coup, oui, effectivement, elle est dans Inception. Inception. Est-ce que vous connaissez la petite anecdote pour Non, je ne regrette rien dans Tout à Inception fait. ou pas? Ça me dit Alors, quelque Il chose, s'agit, j'ai oublié il parce que ça s'agit m'intéressait pas. il s'agit de l'œuvre, de la chanson d'Edith Piaf qui a été utilisée, mais utilisée à l'envers. Oui. Et surtout, si tu remarques dans toute la... C'est les tom-tom, tom-tom. toute la... C'est ça, en fait, c'est ça, exactement. Hans Zimmer a repris les basses, et en fait, plus ils sont profondément dans le rêve, plus les basses de Non de rien, je n'arrive rien sont présentes, en fait, mais dans la musique, donc la diégèse la musique, finalement, du film est dans la diégèse du film, c'est incroyable. Un jour, on parlera d'Hans Zimmer, je pense, parce que j'aime beaucoup cet homme. Et je vous propose de commencer notre deuxième extrait. Top. Oui, Maxime, C'est Tonnerre sous les tropiques. c'est Tonnerre sous les tropiques, ouais, effectivement. Et, Elle est à l'auteur ou pas? C'est Ah oui, c'est Putain, mais je me souviens Oui. jamais de son nom. Tu peux le décrire c'est physiquement, si c'est tu veux. Ludacris, je crois. C'est Ludacris, ouais, Ouais. effectivement. Et le titre de l'œuvre, est-ce que tu l'as? Woufou. Non, c'est Get Back. Oui, Get Back, motherfucker. Oui. Bien tenté quand même. Ouais, nice. Ça aurait pu, hein, on sait pas. Ça aurait pu peut-être. Une très belle scène de Tom Cruise qui danse sur ce Alors, rythme. ouais, c'est la scène de Tom Cruise qui danse. Du coup, je l'ai sous les yeux là, c'est fantastique. Ah oui. Alors, si vous n'avez pas vu Tonnerre sur les tropiques, chers auditeurs, regardez Tonnerre Moi sur les aussi, il est tropiques. C'est un très film bien. qui est incroyable. C'est Ne extraordinaire. serait-ce que pour une danse de Tom Cruise.
Je pense que c'est le meilleur rôle de Tom Cruise, de Matthew McConaughey, même de Robert Downey Jr. finalement. Mais c'est ça, je pense que c'est les meilleurs rôles de beaucoup d'acteurs très connus à l'heure actuelle. C'est ça. Parce que non, finalement, il joue un acteur qui joue un acteur qui joue un acteur. Il s'est perdu dans son rôle. Vous avez vu Tonnerre sur les tropiques, Ben et Raph? Oui. Non. Ah bah Raph, je pense qu'on le regardera. Un des très rares films à voir. Je crois pas en tout cas. Ou j'en ai plus aucun Très souvenir. drôle. Eh bien, extrait suivant. Ouais, top. Oui Ben, elle est pour toi celle-là. L'Odyssée de l'espace. 2001 l'Odyssée de l'espace, ouais. Pam pam. Est-ce que tu as le titre de l'œuvre et l'auteur? Je veux pas dire de conneries, je sais pas, franchement, j'ai ma petite idée, mais je suis pas sûr du tout. Bah vas-y, balance, hein, de toute façon, soit tu perdras pas de points en le disant, en te trompant, je veux dire. Ah non, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est pas? Les autres, une idée? Je sais pas, je crois que c'est Beethoven, mais je suis pas sûr. Eh bien, c'est Ainsi parlait Zarathustra de Strauss. Ah, c'est Strauss. Ah putain. Un super moment de musique, mais également aussi un super moment de cinéma. Si on aime, ouais. Ah, c'est une tuerie ce film. Si on aime, ouais. Ce film est incroyable. À ne pas voir à 4h du matin après avoir vu 3 autres films avant. C'est la dernière fois que je l'ai vu. C'était pour la nuit de la science-fiction de je ne sais plus quelle année lors du Festival Lumière à Lyon, où ils avaient passé plusieurs films de science-fiction et ils avaient terminé par 2001 l'Odyssée de l'espace, et je peux dire que la scène finale à 5h du matin, j'avais l'impression de faire des crises d'épilepsie. C'est un film à voir absolument en consommant un maximum de drogue dure. J'ai jamais essayé, mais je pense que oui. C'est pas quand t'avais mis Gravity et Interstellar là, avant? Il y avait Gravity, mais il n'y avait pas Interstellar, je crois. Ou attends, je ne sais plus. Il est perdu. Je sais qu'il y avait il y avait District 9, je crois. Je ne sais. Attends, je sais plus. Je sais plus. En fait, chaque année, il y a plus ou moins une nuit à thème, et des fois, parfois, il y en a eu plusieurs liées à la SF, donc je ne sais plus exactement duquel il s'agit. Oui, car Lyon, capitale du cinéma, hein, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. C'est parti pour l'extrait numéro 4, je crois. 3 ou 4, je crois. 4, oui, c'est ça. Top. Oui. Alors, ça a été utilisé pour Astérix, le dernier avec. Oui, c'est ça, le dernier Astérix. Ouais. Je me rappelle plus du nom de. C'est le druide. Le secret de la potion magique. C'est la potion magique, je crois, tout simplement, non? Je sais plus. Oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce que t'as le titre de l'œuvre du coup? You get me round, round. You spin me round. Mais je sais pas. Par contre, est-ce que vous avez est très badant. L'auteur? Non, je sais juste qu'il a une gueule très étrange. C'est Dead or Alive apparemment. Fort bien. Et voilà. Donc du coup, petit statut sur les points puisqu'on va arriver à la moitié. Ben, tu as 1, Raph, tu as 4 et Maxime, tu as 2. Oui, Raph en tête, hein, sans aucune surprise. Pas dire que l'arbitre a été acheté, mais bon, voilà. Moi-même, j'avoue que j'ai des doutes sur l'arbitre. Non, voilà, mais forcément, il habite juste à côté. Attends, à mon avis, ça doit s'échanger des. Tout à l'heure, j'ai fait exprès de sélectionner mes œuvres avec mes écouteurs pour pas que t'entendes pour une fois. Oui. Pour une fois, hein, quand même, on sent un peu. Pour une fois, c'est ça. Et allez, extrait numéro 5. Ok, j'ai. Oui, vas-y Ben. C'est Very Bad Trip, non? Oh, bien joué. C'est Very Bad Trip, ouais. Ça remonte à une. Et c'est. Est-ce que t'as l'auteur? Non, c'est un vieux remix électro de. Ouais, c'est un remix de l'œuvre précédente d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Non, je sais pas qui a fait ça. Je sais pas. Les autres, vous avez une idée ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est Florida qui a fait ça, et du coup le titre c'est Right oui. Round. Florida, oui. Ah, j'aurais pu le trouver. Évidemment. Florida. Putain. Effectivement, c'est Very Bad Trip, putain, c'est bien joué. Ouais, j'avoue, Ben, hein. Bien joué. C'était pas forcément évident parce que c'est assez mais vieux c'est comme film lequel maintenant. J'ai bien aimé. C'est le premier. C'est le premier, je crois, tout simplement. Ouais. C'est la musique du générique de fin du premier. Exactement, c'est la musique du générique de fin, ouais. Mais quelle connaissance. Putain, mais il est fort. Oh, n'est-ce pas? Il est fun ce film, j'aime bien, c'est débile mais. Ce film est très rigolo. Oui, Ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais je me le remets. C'est pas pour bien, rien qu'il est aussi connu. Hein. C'est quand même très très drôle. Extrait suivant. Top. Oui, Maxime. Iron Man 3. Oui. FL61. I'm Blue.
Pour. Ouais, c'est 65, mais c'est bon, je te le donne. T'imagines, il t'aurait fait ah non, j'accepte pas. Genre le gars, Genre, celui-là, je l'ai mis pour toi, Maxime. En même temps, je me souviens encore, pour la petite anecdote, on était avec un de mes amis pour se refaire du coup Iron Man 1, 2 et 3 à la suite, à sa sortie. Et là, tu vois, tout de suite, on entend I'm Blue, on fait putain, on s'est trompé de film, qu'est-ce que c'est de quoi? Puis ensuite, on voit 1999, ouais. Ah, bah forcément. Parce que c'est vrai, quelle musique plus emblématique de la fin des années 90. 90, ouais. Mais c'était fort de l'avoir placé dans un film du MCU. Oui. Ça fait partie, c'est diégétique au DCU, enfin au MCU, pardon. C'est magnifique. Extraordinaire. Eh bien bravo Maxime, tu as fait une remontée puisque tu as rejoint Raph. Ah, on fait moi le mal. Pardon, excusez-moi. On va voir si vous allez pouvoir vous départager sur le suivant. Bon joueur. Top. Oui. C'est évidemment les gardiens de la galaxie. C'est les gardiens de la galaxie, ouais. Est-ce que t'as le titre ou pas? Moi je serais toi, je tenterais Baby. C'est What With the Love, mais c'est des Red quelque chose, je crois. Mais je suis plus sûr. Alors t'es Jean-Michel à peu près. Oui. C'est Come and Get Your Love et c'est des Redbone. Oui, voilà, bah j'ai Red quelque chose, mais un point, ça me suffit amplement. Hein, ne vous inquiétez pas. Oui. La biographie est toujours aussi cool. Ah, on l'a perdu. Bon, ben, on n'aura pas la fin du blind test. Merci d'être venu, d'avoir participé. Si, il va le siffler, du coup. Je suis toujours là. Allez, extrait suivant. Top. Oui, Charge des Valkyries, Wagner. Oui. Merde, Apocalypse Now. Ouais, Apocalypse Now. Elle est pour toi, celle-là. Est-ce que t'as des flashbacks du Vietnam, là, Ben, en ce moment? Oui, toujours. Je remarque que Ben a réussi à tous les morceaux de musique savante. Oui, bah voilà, il y a des gens qui ont le niveau, il y a des gens qui l'ont pas. Hein. Le choc des cultures entre lundi et jeudi. C'est ça. Quand t'es dans un hélico dans Rising Storm, t'as toujours un mec qui blaste ça à balle. Ah bah en même temps, c'est un peu logique. C'est le bon endroit où le passer. Est-ce que des gens citent le discours du sergent Hartman? Parce que j'adore ce discours. Non, je crois pas l'avoir entendu. Je suis le sergent instructeur Hartman, et si vous survivez à mon entraînement, vous deviendrez des prêtres de la mort implorant la guerre. En attendant, vous n'êtes que du vomi, du branlage végétatif, de la sous-merde d'amphibien, de la chiasse, le niveau 0 de la vie sur Terre. Quel homme. Il l'a appris par cœur. Hein, j'en suis très loin, hein. Il doit faire au moins 2 paragraphes, le machin. Extrait suivant. Stop. Oui, Ben. Le lac des... non. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le lac des Cygnes. C'est le lac des Cygnes, oui. Du coup, c'est... Oui. Le film, c'est Black Swan, non? C'est Black Swan, et c'est ça. Le compositeur, c'est... Un des plus beaux compositeurs des plus grands compositeurs de l'histoire de l'humanité, je pense. C'est Tchaïkovski, non? Tchaïkovski. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, on t'entend, ouais. Il me semblait l'avoir dit, mais je sais pas si vous m'avez entendu. Ah bon? Ouais. Ah, ça on n'a pas dû l'entendre à ce moment-là. Du Eh ben écoutez les gars, il reste plus qu'un extrait. Ben, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Raph, tu as 1, 2, 3, 4. Et Max, tu as 5. Ok. Oh, remontada. Donc ça va être tendu pour le prochain extrait. Top. Oui. C'est Johnny Cash, c'est When the Man Comes Around, et elle est dans The Dawn of the Dead, l'armée des morts. Elle est dans Dawn of the Dead, ouais, effectivement. Putain, bien joué. Et elle est aussi dans un autre film. Peut-être Walk the Line, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas dans Watchmen? Non, pas Watchmen, c'est Bob Dylan qui est dans Watchmen. Elle est dans Logan. Ah, je l'ai pas vu, Logan. Mais bien joué pour Dawn of the Dead. Ah, il est trop bien. C'est vrai qu'il est cool. Hein. Il est vraiment cool, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, Dawn of the Dead, c'était Zack Snyder. Hein. Ouais, c'est son. Oui, c'est Zack Snyder, ouais. Alors, est-ce que vous êtes heureux que la Snyder Cut soit en fin de sortie ou pas bientôt? Bah, j'attends de la voir. Ou est-ce que vous vous en foutez complètement? Mais ça va peut-être être autant de la merde que le film original. Hein. Donc,
Attends, de quoi qu'est-ce qui va sortir? J'ai pas entendu. On parle de Snyder Cut du film Justice League. D'accord, ok. Donc en fait, là, à tort et à cri, les fans ont réclamé ce qu'ils appellent le Snyder Cut, c'est-à-dire la façon de monter le film par Schneider et non pas par Josh Whedon. Du coup, qui devrait donner un film plus sérieux, qui devrait durer à peu près 3-4 heures, contrairement aux 2h30, je crois, du film originel. Le film, je pense pas qu'il va devenir ouf comme ça. Le méchant, il va pas prendre de charisme pour autant. La moustache de Superman, elle sera toujours avec des fixes dégueulasses. Eh bien, résultat des courses, messieurs, après ces 10 extraits, Ben est le grand vainqueur de ce blind test. Merci. Bravo Ben. Merci beaucoup. Mais de rien Ben. Tu as été incroyable dessus, mais en fait, la vérité, c'est que vous avez été tous les trois on a fantastiques. le même nombre de points, c'est ça. Et, il y en a juste certains moins que d'autres, quoi. Aïe. J'avoue. On est tous fantastiques au même niveau, sauf qu'il y en a quand même moins. Mais bon, c'est pas grave. Mais parce que dans la vie, ça sert à quoi de compter les points au final? Pas à grand chose. Pourquoi tu les as comptés alors, connard? Pardon, excuse-moi, c'est pour mes statistiques personnelles, pour savoir si jamais un jour, dans une soirée, il y a un blind test qui se lance pour savoir dans l'équipe de qui est-ce que je dois être. D'accord. Tu sais, j'imagine bien que ça, en fait, c'est une expérience sociologique. Tu vas faire un tableau avec des points, puis à la fin de toute la première saison, de tout et de rien, tu vas dire, écoutez, messieurs, dames, c'est Raph qui a gagné. Tu rigoles, mais il a déjà fait à peu près ça, il a déjà un tableau Excel sur de tout et de rien. Avec qui a participé, avec qui, t'inquiète pas. Ouais, la dictature est en marche. Ouais, non, mais c'est ça, genre, il remplit des dossiers sur tout le monde. Si c'est ça, je quitte le plateau. Gestapo, là. Quoi? Moi? Oui, toi. T'imagines très bien avec une casquette et un petit bandeau, hein. C'est un petit brassard, hein. T'aimes bien ça, les brassards? Petite moustache. Voilà. Le rouge, le blanc, le bleu, c'est pas magique, oui, j'aime bien les utiliser. Ah oui, il a senti que t'aimes bien ça, les brassards. Oh merde. Oui. En même temps, effectivement, c'est très pratique. Bah écoutez, je pense qu'on a atteint le point de Godwin, c'est fantastique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. Ah oui, on va enchaîner. Alors, on enchaîne qui, de quoi? On enchaîne qui? Quelle communauté? Alors toi, t'as déjà parlé des juifs. Du coup, je dirais, on tape sur qui? Les gens avec les cheveux longs, parce que vraiment, je déteste ça, quoi. Ah merde. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup de gens avec des cheveux longs dans les parages. Merde. Alors c'est ballot la vie quand même. Bon, du coup, disais-je, la digression, c'est cool. Mais ce qui est encore... c'est trop drôle, lol. Trop lol. PTDR. C'est ma faute. Allez. Oui, s'il vous plaît, oui, quand Marc, même. Eh bien, du coup, c'était donc le bled. Non, parce que je veux dire, si toi t'es pas sérieux et que tu dis de la merde, on part où, quoi? Enfin, je sais pas, quoi. Aucune limite n'est mise à ce podcast. C'est n'importe quoi, hein. Moi, c'est la dernière fois que la limite, elle est mise au montage, après. Ouais, la censure. Ça, c'est ton boulot, on s'en bat les couilles, hein. Enfin, je veux dire... Donc, l'avantage, c'est que si on continue à parler, on peut faire plus de travail aussi. Ouais, tellement plus. Mais oui, mais vous continuez à parler par-dessus moi alors que j'essaye de relancer. Quoi? Nous? Jamais de la vie! Putain. C'est une mention, c'est de la calomnie. Sinon Ben, après, il pourra jamais faire sa chronique et c'est pas bien. Oui. Voilà. Non, on taquine. Merci Ben. Alors que c'est précisément pour ça que je suis venu. Donc du coup, voilà pour le blind test. Yes. J'espère que ça vous a plu. Bravo encore à Ben, bravo encore à Raph, bravo encore à Max. Vous êtes tous les trois fantastiquement incroyables. Ça ne veut rien dire, mais il se trouve que c'est quand même ce que je viens de sortir. Ce que je vous propose donc, c'est qu'on continue sur notre petite lancée et qu'on parle, des étoiles. Yes, des étoiles et de ce qui peut s'y passer éventuellement dans l'imaginaire. Je vais vous parler aujourd'hui de Space Opera. Alors si quand je dis Space... Et non pas de Space Cake. Et non. Non, même si on en a parlé un peu plus tôt par rapport à 2001. Éventuellement, non, ça peut, ouais. C'est à tenter. Pardon. T'arrêtes pas de couper les gens, Marc, ça va pas. Je t'ai coupé ton introduction, c'est honteux. Vas-y. Oh, j'allais commencer sur une note un petit peu pas trop sérieuse, disons, mais oui, quand je dis... Un peu comme le porno la dernière fois. Un petit peu, mais moins que le porno quand même. Moins sérieux que le porno, attends quand même, s'il te plaît. Non, moins sérieux, moins... Bon, vous allez bien voir, vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, allons-y alors. Bon, du coup, comme je l'ai dit, Space Opera. Bon, alors si quand je dis Space Opera, vous pensez au 5e élément et à la scène de l'opéra dans l'espace, eh bien, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool parce que c'est du Space Opera au sens littéral autant que figuré. L'opéra dans l'espace, quoi. Et oui, le 5e élément, c'est bien un film de science-fiction appartenant au sous-genre du Space Opera et il a la croustillante particularité de comporter une
scènes d'opéra dans l'espace, ce qui me permet de commencer mon segment avec une mise en abîme, à pas piquer des hannetons en plus, hein, je pense que vous en conviendrez. Ça serait méchant quand même. Ouais. Et ça me permet au passage de donner à ma chronique un semblant de profondeur et de sérieux, c'est toujours appréciable. Eh oui. Après, voilà, on va passer à des choses un peu plus sérieuses puisqu'on va commencer à s'échauffer doucement avec une petite définition simple, précise et efficace. Grâce à Wikipédia. Ouais, alors pour le coup, non, je l'ai trouvée ailleurs, celle-ci. Oh. C'est un peu un concentré de ce que tu peux lire sur Wikipédia avec des circonvolutions un petit peu pas là en fait, hein, donc très direct. C'est d'ailleurs assez paradoxalement peut-être la définition la plus concise que j'ai vue d'un sous-genre de SF, alors que le space opera c'est sans doute un des plus vastes. Bon, on y reviendra. En tout cas, la définition est la suivante, je cite: le space opera est un sous-genre de la science-fiction dont le récit évolue dans un univers géopolitique spatial. C'est vrai que c'est large hein, finalement. Ouais. Beaucoup de choses en une petite phrase, en effet. Bon, après, les dimensions que peuvent atteindre ces cadres géopolitiques sont très variées, hein. Ça peut aller du simple système planétaire, genre une planète et un de ses satellites, en passant par un système solaire un peu plus complexe, ou carrément à l'échelle d'une ou plusieurs galaxies, hein. Ça, c'est à la discrétion de l'auteur, du réalisateur, etc., du scénariste, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se passe dans l'espace. Et du coup, je peux pas vraiment parler de space opera sans parler un peu de l'espace en lui-même, qui reste quand même un petit peu central. Bon, ça va me donner aussi l'occasion de faire une petite parenthèse, histoire d'être un minimum rigoureux et d'expliquer l'utilisation de certains termes dans la chronique. Je vais un peu parler de l'infini de l'espace, parce que c'est un thème qui est au centre du space opera, qui est particulièrement important, on le verra tout à l'heure en citant quelques exemples, mais que ce soit clair, on ne sait pas si l'univers est infini, on ne sait pas si l'espace est infini. On n'en sait rien du tout. Il y a 3 hypothèses principales quant à la forme entre guillemets de l'univers. Je vais pas tout vous expliquer à fond ici parce qu'on n'a pas spécialement le temps. Ce serait intéressant de le faire, mais c'est pas le propos. Si ça vous intéresse, je vous envoie vers la chaîne Y penser et plus particulièrement sa vidéo sur 10 choses à savoir sur l'univers qui traite de l'univers et qui pourra vous parler un petit peu de ce sujet, mieux d'ailleurs sans doute que je ne pourrais le faire moi-même. Bon, on sait pas s'il est infini, par contre ce qu'on sait c'est qu'il est grand, il est très 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 grand. En fait, tellement grand que pour en parler avec le système métrique qui est le nôtre, pour ce qui est des dimensions uniquement bien sûr de l'univers observable, ça se joue sur des distances qui sont tellement énormes en termes de milliards que l'esprit humain ne peut même pas en appréhender vraiment l'énormité. Pour vous donner juste une petite idée, la sphère cosmologique qui est l'univers observable, c'est une sphère qui a un rayon de 46 milliards d'années-lumière. Ça fait beaucoup. Et ouais, vous savez combien ça fait une année-lumière en kilomètres ? 300 000 fois 60 des milliards fois de kilomètres. 60 fois 24 fois 12. Ça fait 10 000, ça fait un peu moins de 10 000 milliards. 10 000 milliards ouais. Donc la sphère cosmologique qui entoure la planète Terre, elle fait 46 milliards fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc bon, c'est juste impossible d'en appréhender l'énormité, mais c'est absolument colossal. Ça, c'était la petite partie un petit peu sérieuse. On va passer à autre chose. Revenons à nos moutons. Comme vous l'aurez deviné, le space opera, c'est vraiment un gros morceau, hein, à l'image de son terrain de jeu favori, à savoir l'espace, l'univers, le cosmos. Vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour le cosmos. Je trouve que c'est... Il y a un côté classe avec cosmos. Ouais, je trouve que c'est... Moi, j'aime bien. Eh bien, parlons du cosmos alors, du coup. Après... ouais, en plus, un gros morceau à cause de ça, mais aussi et surtout parce que c'est sans doute en fait le sous-genre qui est le plus représentatif de la SF dans l'imaginaire collectif. J'y mettrais peut-être pas la plupart des gens, quand on dit science-fiction, ils pensent vaisseau spatial, piou-piou, ah, mais clairement. Et puis voilà. Piou-piou. Bon, ça, les robots, oui, pour beaucoup, penser, vous avez raison, hein, penser science-fiction, c'est penser vaisseaux spatiaux, exploration spatiale, combat spatial, bref. Le point commun dans tout ça, c'est l'espace. L'espace au sens de l'univers comme objet physique. Et non pas la voiture. Non, pas la voiture.
qui est désuète, hein, on va pas se mentir. Quoique, ils ont peut-être sorti des nouveaux modèles, je ne sais pas, mais c'est. Il y a déjà une Tesla dans l'espace, hein, pour rappel. Donc après tout, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une Tesla dans l'espace. Putain. Ouais, ils ont fait ça. Enfin, pourquoi pas. Hein, ils ont niqué en l'air des hectolitres de carburant pour foutre une Tesla dans l'espace. D'accord. Ok. Et d'accord. Oui. Alors pour en revenir un petit peu à notre espace, moi il y a une citation assez célèbre que vous connaissez sans doute, hein, qui résume assez bien, je pense, le sentiment qu'on peut ressentir en s'allongeant sur l'herbe une nuit d'été pour regarder les étoiles. Je cite, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Blaise Pascal. Eh oui, Blaise Pascal, tout à fait. Et c'est vrai que quand on est confronté à l'immensité de l'espace, on en a des vertiges. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'allonge pour regarder les étoiles, sinon on risquerait de se casser la gueule. C'est aussi que sinon faut avoir quand même beaucoup de souplesse. Ça fait aussi des torticolis, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de vous allonger par terre, hein. Si vous avez un transat, ça marche bien aussi, hein. Pour avoir testé, je peux vous assurer, c'est tip-top. Donc contempler l'espace, c'est pas rien. Contempler l'espace, c'est se confronter à l'infini. Se confronter à l'infini de l'espace, c'est aussi se confronter à nos propres limites en tant qu'individu et aussi en tant qu'espèce. Des limites qui sont à la fois physiques, biologiques, techniques et intellectuelles. Je vais pas parler des problèmes techniques, physiques ou biologiques, hein. Je vais parler surtout des limites, disons, de l'esprit humain. Car en effet, l'infini c'est pas un concept intuitif et on a bien du mal à se le figurer. On peut en faire une abstraction mathématique éventuellement, mais d'un point de vue physique, concret, c'est chaud. C'est vraiment très très chaud de se figurer quelque chose qui soit infini. Donc l'espace, infini, vide, silencieux et plein de vide, fait peur. Et comme tout ce qui fait peur, il fascine. Bon, perso, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais honnêtement j'ai beau chercher, mais il n'y a rien que je puisse concevoir de plus fascinant que l'univers, le cosmos, l'espace. Choisissez votre nom. Moi, ça me parle, et je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup de personnes. Donc l'univers, par sa taille, son immensité et la variété des objets qu'il contient, constitue un objet de choix pour la fiction qui s'en est emparé et qui a su l'exploiter pour le meilleur comme pour le pire. Alors je parle du pire, ça va aller très vite, mais ça me donne l'occasion aussi de revenir un petit peu sur le soap opera, à savoir le nom en lui-même. D'où vient ce nom de space opera, pardon. Voilà, j'ai spoilé sans doute un petit peu, mais comme pour le nom space opera, c'est un dérivé en fait de soap opera, qui a été donné dans les années 40 pour tourner un petit peu en ridicule certaines publications de science-fiction de l'époque. Voilà, tout simplement, c'était une manière de nommer de manière dépréciative, disons, ces œuvres qui étaient à l'origine appréciées par une petite minorité de lecteurs, une communauté qui n'était pas forcément très importante, contrairement à ce que c'est le cas aujourd'hui. Donc la référence, elle vient de là, en fait, c'est la référence au soap opera, tout simplement. Autant vous dire qu'à la base, c'était pas très flatteur. Après, de manière générale, le space opera, comme je l'ai dit, c'est le genre de science-fiction qui imprègne le plus la culture populaire, au point d'ailleurs d'avoir laissé des marques profondes et indélébiles sur l'imaginaire collectif de sociétés entières. Le fait que le space opera est présent sur tous les supports possibles et imaginables, ça a contribué aussi à en faire un sous-genre incontournable de la SF. Je veux dire, on compte plus... Mais littéralement, on ne compte plus les œuvres cultissimes qui sont liées à ce sous-genre. De Star Wars à 2001 l'Odyssée de l'espace, de Star Trek à Battlestar Galactica, de la caste des Métabarons à Sillage, ou encore de Mass Effect à Star Citizen. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les humeurs. Alors pour ce qui est des origines du space opera lui-même, alors pas forcément du nom cette fois, mais plutôt du sous-genre, il est très clairement né du fantasme de l'aventure, de la conquête et de l'exploration. L'inconnu et l'hostile y tient donc une place centrale, et quoi de plus hostile et inconnu que l'espace ? Point d'interrogation. Franchement, je vous laisse chercher, mais moi je trouve pas grand chose. Les abysses. Les abysses, c'est un genre d'espace en soi. C'est un peu pareil, mais il y a un parallèle qui est très clairement qu'on peut faire avec les abysses. C'est clair. C'est comme une sorte de gros sous-marin dans l'espace, quoi, en fait, un vaisseau spatial. C'est ni plus ni moins que ça, pour le coup. Mais moi je flipperais plus je flippe de l'espace de ouf parce que on meurt.
mais on meurt très rapidement, je pense, dans l'espace. Bah oui, puis il y a aussi le fait que dans les... Et normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de créatures horribles dans les profondeurs. Si, non, voilà. Si, il y a quand même un paquet. Hein, si. Non, mais dans la réalité, il n'y a pas de créatures horribles dans l'espace, quoi. Ah, dans l'espace, non. Enfin, en tout cas, non, mais oui, tu parlais dans les profondeurs, on sait dans les profondeurs, non, je me suis dans les profondeurs des abysses, il y a des calamars géants de 8 mètres voilà, t'as des espèces de bestioles avec des lanternes. Il y a des trucs qu'on connaît pas à l'intérieur, et ça, c'est flippant. Et en plus, si on sort, c'est horrible parce qu'il fait tout noir, mais comme dans l'espace, tu me diras. Je sais pas, c'est horrible. Les deux sont horribles. Sur Terre, non? C'est pas pour la même raison, dans le sens, dans l'espace, tu verrais les choses t'arriver sur la gueule. Alors, sous l'eau, non. Si ça peut te rassurer, Marc, sache qu'on meurt, je pense, à peu près aussi vite dans les abysses que ce qu'on meurt dans l'espace, et même potentiellement plus vite encore. Je vous conseille d'ailleurs une petite vidéo de Max Bird qu'il a fait en partenariat avec le Nexus 6 sur qu'est-ce qui se passe quand on est exposé au vide spatial. Et si ma mémoire est bonne, il faut au moins, je pense, une bonne quinzaine, voire une vingtaine de secondes avant de mourir exposé au vide spatial, alors que si tu es broyé par la pression des abysses, à mon avis, tu meurs quasi instantanément. Mais bon, je sais pas. D'ailleurs, juste pour une petite anecdote, je sais pas, tout le monde voit le poisson des abysses, là, l'espèce de flag. Celui avec la loupiote, là? Non, justement, l'espèce de flag dégueulasse, le blob. Bah, en fait, il est pas comme ça quand il est dans les abysses. C'est juste la pression de l'eau, il est pas du tout adapté. Donc, en fait, il y a une fausse image, on dit, ils sont dégueux et tout. Bah, non. En fait, c'est juste qu'on les fout dans notre pression à nous, ce qui les transforme en flaques. Ce qui est horrible en soi. C'est juste qu'on les comprend pas. Après, pour en revenir à tes peurs des abysses, elle est aussi justifiée parce qu'il y a énormément d'animaux en fait là-dessous qui sont atteints de gigantisme en fait des profondeurs. Donc qui sont, je sais pas, c'est pas qu'ils ont trop de pattes, mais enfin bref, ça après c'est mes phobies personnelles. C'est surtout que pour qu'un truc résiste à une pression. Soyons honnêtes, il y a peu de chances que tu ailles, que ce soit dans l'espace ou dans les abysses. On sait pas, il sera peut-être choisi en tant que colon dans 10-20 ans. Ruine pas ses rêves. Moi j'ai pas le rêve d'aller spécialement dans l'espace. Moi j'ai le rêve d'aller dans l'espace, donc ta gueule. Ruine pas nos rêves. Mais lui-même, Ben, toi-même, tu rêves d'aller dans l'espace un jour, j'imagine, non? Oui, ce serait cool. Je vais pas cracher dessus si j'ai l'occasion. Tu pourras passer, je pense, par l'ascenseur créé par les Japonais depuis 2013. Ouais, alors cette histoire d'ascenseur, c'est bien joli sur le papier, mais techniquement c'est... ça aussi, d'ailleurs, on parle des ascenseurs spatiaux, mais ça aussi, c'est une idée qui a germé dans l'esprit des écrivains de science-fiction à la base. Hein. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, à propos de science-fiction, peut-être qu'on pourrait y retourner. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais non, j'aime bien digresser. Moi, je suis fan de digression. Heureusement que Marc, tu es là pour nous remettre dans le droit chemin. C'est mon rôle, hein. C'est mon rôle à la base. Parce que moi, je pourrais digresser pendant des heures. Mais je sais. Non, mais tu fais bien. Donc, du coup, inconnu, hostile. Pas grand chose de plus inconnu et de plus hostile que l'espace, donc ça en fait un terrain de jeu vraiment privilégié, comme je le disais pour la fiction. Bon, dans le cas du space opera, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté tout à l'heure sur l'immensité, et on peut quasiment le dire, la quasi-infinité, s'il est pas infini, bon, à notre échelle, ça change pas grand chose en tant qu'être humain, parce que cette immensité, elle est au centre des préoccupations de beaucoup d'œuvres. Moi, j'en ai deux dont je suis assez fan. Une un peu plus que l'autre, certes, mais quand même, je les aime bien. Je vais citer alors The Expanse, que ce soit le bouquin les bouquins en l'occurrence comme la série. L'humanité dans The Expanse, elle s'est lancée à la conquête du système solaire et elle a pu en coloniser certaines planètes, certaines lunes et autres astéroïdes. Et ce grâce à une technologie, si je me rappelle bien, c'est le moteur Epstein, tout à fait, qui a un rendement qui est assez exceptionnel et qui permet de traverser le système solaire en quelques semaines, ce qui est vraiment pas mal. A été trouvé totalement par accident, comme c'est souvent le cas. Exact. Et si dans The Expanse, l'humanité a su quitter sa planète mère, elle ne peut, en tout cas pas au début de l'intrigue, ne peut en aucun cas prétendre à voyager dans le milieu interstellaire, à l'échelle d'une vie humaine, tout du moins. Elle pourrait éventuellement le faire avec des vaisseaux générationnels, mais à l'échelle d'une vie humaine, c'est juste impensable de le faire encore à cette époque-là. Et donc, malgré le développement technologique énorme, cette espèce humaine, elle reste quand même coincée autour de son étoile, dans un système solaire certes gigantesque, mais qui déjà, semble être de plus en plus petit au fur et à mesure que les êtres humains s'y multiplient, ce qui va engendrer tout un tas de crises. Cette immensité, elle est d'autant plus cruellement ressentie
qu'elle tourne aussi rapidement en fait en ridicule les efforts d'une espèce humaine qui se trouve, comme je l'ai dit, rapidement à l'étroit, malgré les contributions de savoir avancé et de moyens vraiment colossaux, on peut le dire. Un autre exemple que je souhaiterais citer pour ce qui est de l'utilisation de cette immensité de l'espace, c'est la série que j'aime particulièrement, Battlestar Galactica, où l'humanité tout entière est réduite à une flotte de quelques dizaines de vaisseaux avec à leur bord un peu moins de 50 000 personnes. L'immensité du cosmos y est exploitée de sorte à exacerber vraiment le sentiment de solitude auquel sont confrontés les survivants de la flotte, littéralement seuls, face à l'univers infini, dans leur quête d'un nouveau foyer. Surtout seul et du coup sans espoir de trouver une planète à peu près potable, parce que sinon les planètes à peu près potables pour nous, il y en a pas des masses. Il y en a pas des masses en effet. Donc c'est une quête qui est quasi sans espoir. Si vous l'avez pas vu, Battlestar, je vous le conseille, c'est énorme. Il est sur Amazon Prime également. Et c'est vrai. Amazon, le billet. C'est vrai. Et c'est une très très bonne série. La fin m'a pas forcément convaincu, comme Lost, n'est-ce pas? Mais moi j'ai bien aimé. J'ai été surpris, mais j'ai bien aimé. Ça va. Et je suis pas fan quand les séries de science-fiction ou de space opéra justement partent dans le mystique. Moi, je préfère vraiment un truc un peu. Après, ça fait partie, alors tu me corrigeras si je me trompe Ben, mais le mystique, ça fait toujours aussi partie un peu du space opéra quand même, mine de rien. Puisqu'on n'est pas là pour parler de science, mais presque plus de mystique stellaire. Il y a souvent une part de ça, et quand c'est pas vraiment du mystique, c'est parfois des technologies qui sont tellement avancées que ça donne l'air d'être mystique, d'être magique, ce genre de choses. Je sais, mais quand c'est mis dans la trame du départ, ça me dérange pas du tout, bien au contraire, Star Wars c'est une des œuvres préférées, mais pour autant, je veux dire, quand c'est rajouté un petit peu avec des trucs où on dit oui mais c'est le destin, c'est des coïncidences, ça m'emmerde en fait. C'est trop facile. Après ça c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Je sais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je suis pas non plus un très très grand fan du final de Battlestar Galactica, mais faudrait que je le revoie en fait maintenant. Peut-être que après 10 ans, mon avis aura changé également. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, Ben a raison, il faut absolument regarder Battlestar Galactica, parce que c'est une série qui est formidable, et ensuite vous pourrez acheter le jeu de plateau, qui est également un jeu qui est formidable. Introuvable au demeurant. Après, le space opéra, heureusement, et par mérite, essentiellement, le space opéra c'est un peu affranchi, même beaucoup affranchi de ce côté un petit peu soap qu'on lui a donné dans les années 40, et pour cause, il s'en est passé du temps, bien sûr, donc il y a eu pas mal d'évolutions, il y a eu beaucoup de changements dans ce qui s'est fait par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. Loin des reproches qui lui ont été faites et d'où vient son nom, le space opéra a fait un bonhomme de chemin depuis et a gagné vraiment ses lettres de noblesse. Maintenant le space opéra il est également, alors c'est pas toujours le cas, c'est vraiment pas toujours le cas, mais il est souvent lié aussi à au thème que j'ai abordé la dernière fois, à la hard science, à la hard science fiction. Dans ce cadre-là, bien que dans un univers fictif en fait, l'œuvre cherche à se placer dans une continuité des théories scientifiques déjà existantes. La relativité du temps, par exemple, elle est mise à contribution. J'ai cet exemple en tête, c'est le sombre et magistral cycle des inhibiteurs, où il y est expliqué que lors des voyages interstellaires, le temps ne s'écoule pas de la même façon que sur une planète. Ceux qui sont en train de voyager dans leur vaisseau n'ont pas le temps qui s'écoule de la même manière que ceux qui restent sur leur planète. Alors cet état de fait, il découle des théories de la relativité générale et restreinte qui montrent que le temps s'écoule pas de la même façon partout dans l'univers et particulièrement ne s'écoule pas de la même manière que l'on soit en mouvement ou statique. Alors ces vaisseaux, ils sont utilisés pour voyager entre les systèmes solaires et ils peuvent atteindre la vitesse respectable de 99% de la vitesse de la lumière, sans jamais la dépasser bien sûr. On peut parler également, pour cet exemple, pour reprendre l'exemple du cycle des inhibiteurs et des moyens de propulsion, du principe d'inertie qui est totalement respecté dans cette œuvre. L'inertie étant la résistance naturelle qu'opposent les objets, les corps au mouvement qu'on leur applique. Et oui, car si ces vaisseaux en question peuvent atteindre quasiment la vitesse de la lumière, c'est en accélérant de manière constante, de sorte à pas tuer ou blesser les occupants des vaisseaux.
tout en sachant qu'une accélération trop soudaine et puissante pourrait être aussi destructrice qu'une décélération soudaine, hein, ce qui provoquerait des dégâts sur le corps équivalents à des accidents de la route, voire même à des liquéfactions pures et simples, enfin bref, des trucs assez horribles. Donc pour atteindre ces 99% de la vitesse de la lumière, faut des années, et pour décélérer aussi. Ce qui pose bien sûr plein de problèmes, parce que pour relier des systèmes, il faut entre 10 et 20 ans pour le faire. Donc je vous laisse imaginer le temps d'un aller-retour et tous les problèmes que ça pose. Ouais, et la logistique, bon, c'est super bien abordé dans l'œuvre du cycle des inhibiteurs. D'ailleurs, si vous êtes fan de Mass Effect, sachez que le cycle des inhibiteurs, ça a été la base de l'inspiration pour justement le plot et la construction de l'univers de Mass Effect. Voilà. Ça n'a rien à voir dans la mesure où l'un est relié plutôt à la science-fiction, la hard science, alors que l'autre, c'est clairement du space, pardon. Vous voyez, je me mets à faire des amalgames, c'est clairement plus space opera un peu moins sérieux entre guillemets, mais de très bonne qualité quand même, hein, bien sûr. Bon, on y retrouve bien sûr dans le space opéra la politique, la guerre, la diplomatie, bref, la transposition des problèmes qu'on a nous sur Terre à des échelles beaucoup plus grandes et avec des conséquences qui sont bien plus énormes et bien plus graves souvent que celles où on est habitué, hein. Donc on voit que le space opera peut aussi se réserver et se montrer complexe sur l'aspect technologique, puisqu'il traite de sociétés futuristes à la pointe de la technologie qui ont parachevé ce qu'on pourrait presque appeler l'ultime ambition de l'humanité, le voyage spatial. Bon, après, comme je l'ai dit, ça met en scène aussi des sociétés qui sont tentaculaires, qui s'étendent sur plusieurs planètes, voire même sur plusieurs systèmes solaires, voire même sur plusieurs galaxies. C'est donc le genre idéal pour mettre en place un système politique qui est souvent complexe, avec beaucoup d'intrigues, beaucoup de retournements, beaucoup de plot twists, comme on aime à les appeler, qui vont tourner souvent autour de conflits, autour d'intrigues diplomatiques, d'espionnage, voilà. Tous ces thèmes sont abordés. On peut citer, j'en parlais tout à l'heure, je parlerai de Mass Effect, hein, qui est un classique du jeu vidéo, dont on pourrait parler sur les suites potentiellement, enfin sur les fins potentiellement décevantes, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Bon, je m'exprimerai pas sur le sujet, peu importe, mais ça pourrait être l'objet d'une autre chronique sur ce sujet-là. Bon, c'est un grand classique, moi j'adore, hein, personnellement, j'adore Mass Effect, qui met en scène Mass Effect plusieurs races qui ont formé un gouvernement commun, la galaxie étant en guerre, voilà, contre une menace dont je vous laisse éventuellement découvrir la nature si vous voulez jouer. La plupart une menace du temps, dont le nom en français est vraiment dégueulasse. Hein, c'est pas, ça va. Moi j'ai rien contre. Hein, ça fait un peu paysan quand même. Hein. Ouais, mais moi je trouve que c'est assez évocateur. Je sais pas, j'aime assez bien. J'aime assez bien. Pour la plupart du temps dans Mass Effect, votre objectif, voilà, ce sera d'étendre éventuellement la sphère. Non, ce sera de se détendre de préférence avec une femelle ou un homme. Hein, ouais, bon, mais ça c'est les petits plus. Oui, we bang, ok. On pourra éventuellement aussi faire de la publicité pour une boutique. Voilà, on peut tout faire. Je m'appelle John Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Bien sûr. Voilà. Non, Mass Effect c'est très cool moi j'adore, parce qu'effectivement il y a un univers qui est très cohérent et finalement il y a beaucoup de personnages qu'on voit. En fait, on voit comment on vit dans cet univers au travers des personnages. C'est-à-dire c'est pas juste on te dit ici on vit comme ça. Non, c'est tu le vis comme une partie intégrante de cet univers. Ouais, puis moi dans le genre de truc où on s'attache aux persos, où on les suit sur plusieurs années, etc. C'est ça pose aussi l'évocation des races aliens, de l'altérité, ça pose la question de l'altérité, et puis dans le genre vraiment l'altérité comme on n'en fait pas, quoi, littéralement autre que ce qu'on peut être, autant autre que ce qu'on peut être souvent. Ça permet d'évoquer les thèmes du premier contact, ça aussi c'est des grands classiques, ou de la cohabitation souvent posée et évoquée comme étant conflictuelle. Bon, là pour ce qui est de la cohabitation conflictuelle dans un espace commun, je pense essentiellement à Étoile garde à vous, qui a été adapté dans un super bon film, Starship Troopers, enfin super bon, moi je le trouve excellent. Après, j'adore aussi. Pour moi c'est un grand classique. Je pensais à ça. Après, pour conclure cette présentation, Zegema Beach. Ouais, Zegema Pids.
C'est ma pizza. Pour conclure cette présentation, alors certes un petit peu brouillonne et pleine de digressions, même si on apprécie toujours ça. Ça fait partie de ton charme, les digressions, Ben. Merci. Je dirais que le space opera mérite qu'on lui donne une chance. Et il faut pas juste s'arrêter à cette espèce de cliché. Piou-piou. Ouais, piou-piou, Star Wars, tout ça. Les robots. C'est vrai que c'est beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, mais pas que. C'est d'autant plus dommage qu'en fait le space opera c'est vraiment très clairement le fer de lance en fait de la science-fiction. Mais moi je suis là pour vous parler d'œuvres littéraires. J'ai quasiment rien dit. Font aussi le cycle des inhibiteurs, mais pour une fois j'ai parlé plus de cinéma, de trucs comme ça, de séries plutôt que d'œuvres littéraires. Mais je pense notamment à la littérature. Hein. Les œuvres littéraires elles font la Fondation. Il y a plein d'exemples. Densité, mais vraiment colossal qui donne ses lettres de noblesse au genre avec une réelle profondeur philosophique, scientifique, sociale. Enfin, voilà, c'est vraiment des œuvres qui pour beaucoup sont d'une complexité et une précision. Enfin, ça fait aussi de ça des lectures qui sont souvent exigeantes, mais vraiment toujours gratifiantes. Hein. Pour moi, je sais que la science-fiction, c'est justement un moyen de présenter des principes de vie, de dire que si jamais on avait une société comme ça, voilà comment ça se passerait, et pourquoi on veut pas une société comme ça. On veut pas d'une société comme ça, mais clairement. C'est ça. Et ça pose souvent des questions morales qui n'ont pas forcément des bonnes réponses. Moi, je suis assez content que tu évoques ça parce que je trouve que la science-fiction c'est un genre qui prête à l'ouverture d'esprit et il y a même certaines sagas qui sont de véritables laboratoires en fait de laboratoires sociaux d'idées. C'est vraiment de questionnements moraux, questionnements éthiques, et c'est ça pour ça que j'adore la science-fiction. Sociale, c'est formidable. Et je pense vraiment à l'intérieur de moi, si jamais plus de personnes lisaient, écoutaient, regardaient la science-fiction, je pense vraiment qu'il y aurait moins de guerres et qu'on vivrait dans une société plus juste. Parce qu'on aurait vu dans toutes ces œuvres, on serait dit, bah non, si jamais tu continues comme ça, c'est la merde. Et moi j'ai cette croyance à l'intérieur de moi. Qui est peut-être fausse, qui est peut-être biaisée, mais... Sans y croire à 100%, j'ai ce genre d'espoir aussi un petit peu. Mais quel beau message de paix. Je dois le confesser. Vous êtes rentré en résonance. Eh oui. Mais attendez, il y a plus. Il y a et plus. oui, parce Vas-y, que Ben. Normalement, à chaque fois que je fais ma présentation, là pour ce qui est du space opera, c'est globalement fini, mais j'utilise toujours un petit exemple d'une œuvre pour souligner mon propos. Et là aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je dirais est un petit peu à mi-chemin entre du space opera type Star Wars et du space opéra beaucoup plus sérieux entre guillemets et stratifié comme le cycle des inhibiteurs. Bon, c'est quand même plus proche du cycle des inhibiteurs que Star Wars, on va pas se mentir, mais bon, quand même un petit peu entre les deux. Bon, du coup, cette œuvre, c'est la trilogie de l'Aube de la Nuit, qui a été écrite par Peter F. Hamilton. D'accord. Cette trilogie, sans surprise, ça se compose, spoiler, de 3 romans, bien entendu. Waouh. C'est dingue. Wow. Le premier roman, il a été publié en 1996. Il s'intitule Rupture dans le réel. Le second, il a été publié en 1997. Il s'intitule L'alchimiste du neutronium. Et on revient sur l'alchimie. Dernier. On revient sur l'alchimie, tout est lié. Je sais. Enfin non, je le savais pas, mais je me suis dit tout à l'heure non, mais tout à l'heure quand Raph a dit qu'il allait faire sur l'alchimie, je me suis dit waouh, c'est trop beau et tout. Mais il y a comme quoi, il y a peut-être quelque chose de plus grand autour de nous qui nous réunit ici. Et enfin, le dernier tome, c'est Le Dieu nu, publié en 1999. D'accord. Alors c'est gros. C'est très gros, c'est très fat, je dirais, comme œuvre. C'est 3 romans qui font chacun entre 1300 et 1400 pages. Des beaux bébés. Donc il faut être averti avant de se lancer. Moi, ça m'a pris 6 mois pour les lire. Mais ça vaut, je pense clairement, le coup. Alors, qu'est-ce qui se passe sans vous spoiler? Alors là, ces trois romans, ils ont lieu dans un univers. Alors ça se passe au XXe siècle, dans notre futur à nous, où les sociétés humaines se sont étendues un petit peu partout, aux alentours du système Sol, de notre système solaire d'origine. Au total, ils ont colonisé 800 systèmes. 800 systèmes ou 800 planètes, je sais plus trop, ça fait quelques années que je l'ai lu, mais bon voilà, il y a des humains un petit peu de partout. Au cours de cette colonisation, ils ont rencontré deux espèces extraterrestres,
dont vous apprendrez un peu plus si vous lisez l'œuvre. Donc l'humanité n'est pas seule, et on le sait depuis déjà un bon petit moment. Alors cette humanité, elle est très semblable à celle d'aujourd'hui, dans la mesure où on y retrouve des groupes ethniques en fait qui sont dérivés entre guillemets de ceux d'aujourd'hui. On a notamment des continents de planètes qui ont été colonisés plutôt par des groupes anglo-saxons, par des groupes plutôt asiatiques, enfin ce genre de choses. Les grandes religions du livre existent encore. Donc tout ça a pas trop changé. En revanche, l'humanité, si elle ne se définit plus trop par si elle ne se divise plus trop par ses concepts de religion, d'ethnicité, en revanche, elle est divisée en deux grandes parties. Une première qui est majoritaire, qui compose à peu près 80% de l'humanité, qu'on appelle la société des adamistes. Les adamistes, en fait, ce sont des hommes comme vous et moi, des êtres humains, hommes, femmes, enfants, mais qui ont basé leur mode de vie et toute leur société sur une technologie très avancée qui est entièrement dépendante de nanites. C'est une technologie qui est basée donc sur les nanotechnologies. C'est des gens qui se baladent dans des vaisseaux, en l'occurrence des vaisseaux qui ne sont pas relativistes puisqu'ils peuvent aller plus vite que la lumière. Ils exploitent des trous de verre en fait pour se déplacer. La deuxième branche de la société que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est la branche des édénistes. Alors qui sont les édénistes ? C'est une petite vingtaine de pourcents de l'humanité, donc relativement minoritaire. Les édénistes sont radicalement différents des adamistes en ça que leur technologie est basée plutôt sur la bio-ingénierie. Tout ou quasiment toute leur technologie est basée sur l'ingénierie génétique, et c'est le cas notamment pour leurs vaisseaux spatiaux. Une petite particularité les concernant, c'est qu'ils fabriquent leurs vaisseaux spatiaux en fait comme nous, on se reproduit, c'est-à-dire que ces vaisseaux ont une période de gestation et qu'ils vont grandir, qu'ils vont vivre, qu'ils vont se reproduire et qu'ils vont mourir comme tout être vivant. Et petite chose intéressante, les capitaines des vaisseaux, tout le monde n'a pas le droit d'être capitaine dans cette société, ce sont des gens particuliers. Les capitaines des vaisseaux, en fait, sont créés en même temps que leur propre vaisseau. Et cette société utilise un lien qu'on appelle l'affinité, qui est un lien télépathique, en fait, purement et simplement, qui permet à tout le monde d'être en contact permanent. C'est-à-dire que personne ne peut rien cacher à qui que ce soit. Tout le monde sait tout. Et ça crée une espèce de société un petit peu utopiste, c'est vrai, pas totalement, mais un petit peu utopiste, dans la mesure où, en l'absence de cachotterie, en l'absence on ne peut pas mentir en fait, et dans cette mesure-là, on a une société qui est beaucoup plus harmonieuse en tout cas que celle des adamistes. Autre particularité, les édénistes ne vivent pas sur des planètes, ne vivent pas dans des astéroïdes, ne vivent pas sur des colonies, disons, conventionnelles. Ils vivent à l'intérieur d'habitats. Ces habitats ne sont pas artificiels, ils sont comme les vaisseaux des édénistes, ce sont de gigantesques êtres vivants qui font plusieurs kilomètres de diamètre et avec lesquels ils peuvent communiquer à tout moment. Ça sert d'espèce de matrice pour porter en fait ce pouvoir, ce gène puisque c'est un gène, de l'affinité. Donc écoutez, je vous en dirai pas plus, parce que moi, avant de me lancer là-dedans, j'en savais pas plus que ça. Ce que je peux en revanche vous dire, c'est que si vous vous lancez là-dedans, vous allez être transporté dans une épopée dont vous allez mettre un petit peu de temps à sortir, puisque comme je l'ai dit, c'est quand même très long, mais c'est une épopée qui est vraiment formidable, qui vous fera suivre de manière assez impressionnante une quarantaine de personnages au total, dont les histoires vont finir par s'entrecroiser, s'entremêler les unes aux autres. Eh bien, merci de ton conseil littéraire de la semaine, Ben. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours des choses à avoir en plus dans sa besace de lecteur, si je puis dire. Donc merci à toi encore une fois. Je t'en prie, merci à toi de me donner l'occasion de faire tout ça. Mais je t'en prie. Eh bien écoutez les gars, je pense que ces compliments que nous venons de nous échanger avec Ben serviront peut-être de mot de la fin si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je pense qu'on va se remercier avec Max et puis ce sera bon. Merci à Max. Merci Raph. Merci, franchement. J'étais sûr qu'il allait avoir une réaction comme ça. Extraordinaire. Écoute, je ne le serai jamais autant que tu ne l'as été aujourd'hui. C'est beau. Flatteur. C'est incroyable tous ces gens qui se jettent des compliments au visage comme si c'était des fleurs. C'est magnifique.
Est-ce que ce serait pas un symbole du printemps qui s'en va et de l'été qui arrive? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de nous faire des adieux déchirants, déchirants en effet, car nous ne nous retrouvons pas avant la semaine prochaine, comme à chaque fois. Alors pourquoi est-ce que c'est plus déchirant cette fois-ci? Je ne sais pas, peut-être parce que j'ai pas d'idée. Voilà. Parce que la vie c'est de la merde. La vie c'est de la fin de mon impro, voilà. Yes. Mais merci encore les gars, merci à toi Ben pour ta chronique sur la SF, merci à toi Max pour ton voyage sur l'île de Lost et merci à toi Raphaël pour nous en avoir appris beaucoup plus sur l'alchimie. Au final, encore une fois, dans De Tout et de Rien, c'est ça qui est fantastique, c'est que même si nos 3 chroniqueurs ne sont pas concertés, les sujets allaient quand même tous plus ou moins ensemble et c'est ça qui est magnifique parce que vous êtes des personnes fantastiques et je ne le répéterai jamais assez. Merci à vous les gars. Merci. Bisous. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et bisous. Heads up! Heads up! Here's another one, and another one. Geek, geek. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek. I ain't playing around. Quelques secondes après m'être mis en couche plutôt. Couche donc, mon ami. Putain de tasse de... Ça, ce sera coupé au montage. Ah non, bien sûr, ce sera mis dès le début. Putain de ta race. Bonjour à tous, putain de ta race, comment ça va? En fait, tu vas mettre ça à peu près tous les 2 mots. Bonjour, putain de sa race, à tous, putain de sa race. Putain de ta race. Ça va bien? Ça risque d'être un petit peu ça long, va bien avec toi, mais, putain de ta race? Ça risque d'être intéressant.